Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 20 février 2024 et c'est l'épisode 354. Les internets se sont déchaînés ces derniers jours avec l'annonce de Sora, la dernière intelligence artificielle d'OpenAI avec laquelle on a envie de faire plein de jeux mots. Moi, j'ai des chansons qui me viennent avec Sora. En tout cas, Sora qui fait des vidéos bluffantes, plutôt cohérentes. Une nouvelle étape franchie dans l'histoire des IA génératives. Ça occulterait presque, et ce serait sans doute à tort, la mise à jour de la dernière version de l'IA de Google, Gemini Pro 1.5. Oui, ils ont déjà fait des annonces sur Gemini la semaine dernière, si vous avez suivi l'actu et notamment Tech Café. Ça ne va même plus vite à ce stade. C'est d'une semaine sur l'autre, les entreprises du type Google balaient leurs propres annonces. Donc en tout cas, une version qui promet une fenêtre de contexte assez impressionnante, la capacité de digérer et de réagir à des masses d'infos. Et puis, l'actu de l'IA va à vitesse grand V, et je dirais même à vitesse grand VJPA. VJPA, alors je le prononce peut-être très mal, mais c'est le nom pas très sexy quand même, on doit le dire, d'un modèle de méta qui apprend non pas avec du texte, comme tous ces modèles du passé, mais en regardant comme nous, comme nos enfants même, et surtout des vidéos. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Polias-Pala. Salut Guillaume, et comment vas-tu ? Je suis épuisé. Non, mais c'est pas possible, il y en a marre. Ça va vite, ça va vite. Non, c'est dense en fait, plus que d'aller vite. Enfin, du coup, à grande échelle, ça ça va énormément de trucs cette semaine, c'est fou. Il y en a pas à ce point de news comme ça, en quantité même, toutes les semaines. Et c'est presque frustrant parce que je sais aussi qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui commencent avec le temps à être un peu allergiques aux infos autour de l'IA. C'est difficile, honnêtement, vraiment, pour tout vous dire, de ne pas parler de manière générale d'IA tant c'est intéressant, tant ça bouleverse et tant ça accélère les choses dans le domaine de la tech. C'est vraiment le pouls de l'actu de la tech qui est donné par l'IA. Il y a les valorisations boursières, notamment d'NVIDIA, là, qui est passé devant Amazon, devant Google la semaine dernière. Bref, ça donne vraiment le pouls, c'est difficile de passer à côté. Et puis là, vraiment, cette semaine, si on ne parle pas de tout ça, on ne fait pas notre job. Donc voilà. On a quelques personnes qu'on accueille sur notre tapis rouge et je voulais juste vous rassurer, sachez que le tapis rouge, toutes les semaines, on passe l'aspi. Voilà, le week-end, on passe un petit coup d'aspirateur, on le range et puis on le redéploie pour accueillir les personnes qui acceptent de nous soutenir. Et donc j'accueille particulièrement Christophe Muller, François Carillo et Lorenzo. Et oui, parce que Tech Café, c'est un podcast gratuit pour tous, mais si vous pensez que ce podcast vous sert concrètement à quelque chose pour suivre l'actu de la tech, avoir des éléments pour mieux comprendre ce qui se passe grâce à nos épisodes, si vous trouvez que le format unique en son genre, j'ose le dire, qui vise à vous donner une info de qualité et sourcée avec un ton léger et convivial, sachez que vous pouvez aussi franchir un palier, celui des auditeurs engagés qui prennent part au financement du podcast. Alors comment faire ? C'est très simple, il suffit d'aller sur un site de financement participatif dans votre navigateur à l'adresse patreon.com/techcafé. D'ailleurs, pendant que vous écoutez cette citation de Patreon et cet épisode, peut-être dès maintenant, je vous invite à ouvrir une page de votre navigateur en même temps et d'aller sur patreon.com/techcafé. Vous verrez en vous créant un compte, ça prend vraiment quelques minutes, que vous pourrez vous abonner et participer au montant que vous voulez pour quelques euros par mois. Et puis vous rejoindrez comme ça les centaines d'auditeurs qui trouvent que Tech Café leur est utile dans leur quotidien et que le format du podcast se prête bien à vous informer pendant que vous faites autre chose. Vous profiterez en échange du podcast avec un flux perso et privé qui vous permet d'accéder aux épisodes sans la pub. Rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Une citation sur Apple Podcast d'Anatex07 qui nous dit « Très bon ». Bon, écoute, très bon, merci, très, très bon avis en tout cas que tu nous déposes. Il dit « J'ai découvert Tech Café depuis moins d'un mois et c'est déjà mon podcast préféré et de loin. C'est mon tout premier avis que je mets sur un podcast. Vous existez depuis quelques années. » Mais sur Apple Podcast, il n'y a pas tous les anciens épisodes. Il y a un endroit où est-ce qu'on peut retrouver, où vous allez les ajouter sur Apple Podcast, nous demande-t-il. Alors, quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour votre contenu à soutenir pour la pérennité. Je vais regarder et j'ai été surpris effectivement de voir qu'il y avait un peu moins de 300 épisodes dispo sur Apple Podcast. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je vais voir si je ne peux pas activer les anciens s'il manquerait. J'avais eu un petit souci, c'est que j'avais activé d'anciens épisodes et ça avait fait des notifs de nouveaux épisodes à tout le monde et je ne voyais pas comment gérer ça. Donc il faut que je prenne le temps de regarder. Je vais me plonger sur le sujet, peut-être en attendant le mieux, Anatex07. Si tu souhaites écouter tout Tech Café, alors bon courage parce que vraiment il y a beaucoup d'épisodes, mais aussi je me dis qu'avec du recul, il y a peut-être d'anciens épisodes qui étaient peut-être beaucoup plus durs et ardus à écouter. Et puis le format de Tech Café s'est affiné avec le temps. Donc les premiers épisodes n'étaient pas ceux que tu écoutes aujourd'hui.
C'est plutôt que de l'actu chaude. Mais bon, en tout cas, tu as la possibilité de remonter sur techcafé.fr. Tu as tous les épisodes. Et puis, j'en profite aussi pour dire que vous pouvez commenter les épisodes sur techcafé.fr et même discuter entre vous et avec nous sur Discord, techcafé.fr/Discord. Il y a un serveur, effectivement, Discord où on parle de tech, mais on parle aussi de plein d'autres choses. J'en profite enfin pour citer justement un message de Neo4269. Vous m'aidez pas avec vos pseudos, hein. C'est un message privé sur Discord. Alors bonsoir, tout d'abord félicitations pour votre podcast qui, dit-il, qui est de loin le meilleur sur la thématique tech. Et presque, alors presque entre guillemets, parfait. Tu nous diras au passage ce qu'on peut faire pour qu'il soit vraiment totalement parfait. Il dit qu'il n'est pas encore membre Patreon, mais qu'il espère avoir les moyens de le devenir dans les mois prochains parce que ça le mérite selon lui. J'en profite à ce stade pour faire une petite parenthèse pour dire que si vous ne pouvez pas financièrement nous confier quelques euros par mois, vraiment, ne vous sentez pas coupable. C'est vraiment un dispositif qui incite celles et ceux qui peuvent le faire à le faire pour que ça bénéficie à tout le monde. Donc vraiment, ne te prends pas la tête, Néo. Et bref, dit-il, si je me permets de vous contacter, c'est qu'il y a une petite erreur qui s'est glissée dans les derniers podcasts. Il me semble que vous dites que Bard, puis Gemini, ne sont pas accessibles en Europe. Pourtant, je l'utilise. Ai-je mal compris? Je dois dire, effectivement, j'utilise aussi Gemini. On parlera plus de Bard depuis la semaine dernière. J'ai utilisé un peu Gemini. C'est vrai qu'il est dispo en Europe et particulièrement en France. C'était pas forcément le cas au début, je crois, Guillaume, hein. Bard a mis un petit peu de temps à arriver, effectivement, à Ouais. cause des régulations, enfin voilà, à cause de la législation européenne. Et effectivement, Gemini est tout à fait disponible, hein, mais c'est Gemini Pro. Et en fait, Mm. Gemini Ultra est pas encore dispo, et je pense que je parlais implicitement de Gemini Ultra, enfin je sais plus exactement, Oui, je pense. peut-être que c'était pas clair du tout, ou peut-être que vraiment je me suis planté, je sais pas, mais en fait, à tous les cas, pour l'instant, Gemini Pro est accessible effectivement en Europe, hein, tout à fait, et Gemini Ultra, à ma connaissance, non. Pour le Ouais. moment, Gemini 1.5 non plus d'ailleurs, celui dont on va parler, pas encore, lui il arrivera peut-être un petit peu plus tard. Et ce qui est sûr, c'est que les premières versions, notamment Bard, étaient bloquées. Je sais qu'il y avait un frein qui avait été mis probablement pour des motivations de régulation. Enfin, quoi qu'il faut se méfier. Je fais une toute petite parenthèse pour dire aussi, avant qu'on attaque les news, on parle parfois de l'interprétation qu'on peut avoir des actions des entreprises de la tech face à les régulations. Et j'ai vu passer des infos et notamment un papier hyper intéressant, tu sais, sur le RCS qui a été annoncé Mhm. par Apple dans Message. Et c'est vrai que quand on l'a relayé, vraiment toute la sphère tech, quand ils ont relayé cette annonce de la part d'Apple, on a tous dit, bah oui, voilà, les dispositifs européens les forcent à bouger un petit peu. Ils cèdent un petit peu de terrain aux régulateurs européens. Ils montrent qu'ils sont proactifs pour le RCS, qui fera évoluer le SMS, en tout cas qui remplacera le SMS, alors qu'ils étaient dans une position complètement figée à ce sujet Apple. Et j'ai vu un papier hyper intéressant qui dit que rien à voir, en fait, absolument rien à voir. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand on creuse, il n'y a absolument aucune cohérence. Là où il y aurait beaucoup de cohérence, c'est sur le régulateur, mais chinois, parce qu'effectivement, en Chine, il y a un dispositif qui a été arbitré qui indique que les futurs appareils 5G doivent être compatibles RCS. Et c'est un sujet à côté, enfin, j'étais passé complètement à côté de cette info, et c'était juste intéressant de souligner, à mon sens, que, bah oui, si Apple fait un mouvement pour mettre en place le RCS, dans Message, c'est pas du tout pour séduire le régulateur européen, mais peut-être tout simplement pour obéir aux injonctions des régulateurs chinois, qui eux sont extrêmement explicites à ce sujet. Donc voilà, c'était intéressant aussi de souligner ce petit détail, je trouve. Bon, malgré tous ces attendus, il est grand temps qu'on plonge, comme si on faisait une inférence, tu vois, comme si on faisait un plongement. Mais nous, on va plonger dans les news de la semaine. Et vraiment, il y a eu une très très grosse semaine en matière d'intelligence artificielle, Guillaume. C'est très dense, comme tu le disais tout à l'heure. Oui, puis bah, on va commencer avec ce qui aura été le choc de la semaine, je pense, hein, c'est Sora, le générateur vidéo d'OpenAI que personne n'avait vu venir, focalisé qu'on était hein, sur un futur GPT-5. Sora est arrivé de nulle part, comme ça, c'est sans tombeau ni ton prête, hein, vraiment, ça a été droppé un petit peu, comme si c'était un truc, oh bah tiens, Shadow drop. on a fait un truc comme ça, on a trouvé que c'était cool, regardez, ça va, donc Bon, évidemment, ça a époustouflé à peu près tout le monde, y compris moi, hein, j'étais pas prêt. C'est sans doute encore un moment mid-journée où GPT-3, hein, un moment où on se dit que, bah ouais, il y aura quand même un d'avant, un après, quoi. Bon, alors Sora, c'est un générateur de vidéos, effectivement, il en existe depuis des mois, hein, chez Runway, chez Pika, chez Google, hein, ou même chez Stability AI. Et on s'attendait à ce que ça s'améliore. D'ailleurs, moi-même, hein, je parle souvent de recherches qui sont menées pour ça, qui sortent régulièrement. Et pourtant, j'ai été aussi surpris, bluffé que tout le monde, parce que je m'attendais, comme la plupart des gens sans doute, hein, à une amélioration graduelle.
Et là, on n'a pas une amélioration graduelle, on a un saut quantique. Il y a un fossé entre Sora et même entre Sora et Lumière, en fait. Entre Sora et la concurrence, c'est même le dernier de Google, Lumière, dont on avait parlé il y a déjà, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2 semaines, et qui était déjà une belle évolution, vraiment. Ça améliorait pas mal les choses, mais Sora est encore quand même vraiment nettement au-dessus, quoi. Et il y a un Quand tu double effet. compares les deux, Lumière est ridicule. À côté, c'est. Oui, bon, voilà, oui, on peut dire ça comme ça. Si on est un petit peu, voilà. Mais effectivement, si on n'aime pas les euphémismes, oui, effectivement, c'est sûr que Lumière à côté, bon, il est beaucoup moins spectaculaire que Sora, ça c'est sûr. Et il y a un double effet qui se coule à Sora. Le premier, bon, évidemment, c'est tout simplement cet écart énorme avec ce qui se faisait juste avant. Sora génère des vidéos en haute résolution d'une qualité étonnante. Enfin, c'est simple, la qualité des générateurs d'images fixes comme Midjourney est atteinte par un générateur vidéo. C'est absolument incroyable. Et puis surtout, c'est des vidéos qui sont beaucoup plus longues. Elles atteignent la minute, contre 3 ou 4 secondes typiquement pour les autres générateurs. Et elles ont une cohérence de niveau de complexité et de niveau de complexité dynamique qui est vraiment sans aucune commune mesure. Avec les générateurs qu'on avait, vous avez certainement vu plein de petits clips comme ça, vidéos, de petits montages comme ça sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Les mouvements sont très limités. C'est des plans qui sont quasi fixes, avec des trucs qui bougent un tout petit peu, des travelling latéraux légers comme ça. Alors ça pouvait être très joli déjà, c'est déjà assez impressionnant. Avec Sora, on est tout simplement à un autre niveau. On a des animations de foule, des survols de paysages, des gros plans sur des parties de visage qui sont animés de manière tout à fait naturelle. Ça n'a absolument plus rien à voir, quoi. On a même Et parfois plusieurs plans dans la même vidéo, quoi. Et, C'est il est, et impressionnant. parfois, il y a même carrément un montage, il sort carrément même des montages, ou des vidéos multiplans. Il est Ouais. capable de faire des survols pendant. Enfin, de suivre des voitures. Enfin, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est extraordinaire. Vous avez sans doute déjà vu les démos sur Internet, parce qu'apparemment, elles courent un petit peu partout, sur les réseaux sociaux, partout, bien entendu. C'est délirant. La plupart des clips de démos qu'a publié OpenAI pourraient sans aucun problème passer pour réels si on ne cherche pas attentivement les problèmes. Sur n'importe quel compte Instagram qu'on scrolle en pilote automatique, aucune chance qu'on détecte quoi que ce soit. Qui plus est avec les artefacts de compression qu'il y a souvent, en plus sur Internet, bon vraiment c'est fou. Et techniquement, ça préfigure une révolution pour la vidéo au sens large, tout simplement, où qu'elle soit. Télé, série, cinéma, YouTube, même combat, Sora et ses descendants bien sûr, vont changer profondément les médias, et il faut pas oublier que ce qui nous étonne là aujourd'hui, c'est même pas un produit fini, c'est une alpha, puisque OpenAI dévoile en avant-première ce truc-là. Il a, en gros, il est en train de faire les tests de sécurité dessus, il a envoyé à quelques partenaires, voilà, sélectionnés sur le volet, mais c'est bon, voilà, c'est peut-être qu'il a même envoyé ça juste pour revenir sur le devant de la scène médiatique et pas perdre du terrain face à Google ou Microsoft. Mais Sora n'est pas encore disponible pour le grand public, c'est même pas Sora 1.0 qu'on regarde, c'est une alpha. Donc à partir de maintenant, les productions qu'on verra seront sans doute encore meilleures. Et en plus, Sora est assez flexible, c'est-à-dire qu'il permet de faire de la vidéo à partir d'un texte, d'une description de texte, d'un prompt, qui est, comme avec DALL-E 3, très détaillé et qui peut contenir des instructions sur les mouvements aussi. Non seulement on décrit la scène, mais on décrit aussi ce qui bouge dedans, on décrit comment, et on décrit même le déroulé de la séquence. Donc il y a par exemple une vidéo quasi parfaite d'une sorte de Land Rover qui suit une route de montagne qui fait 20 secondes et qui est décrite de manière complète par un véritable pavé de texte et qui est précisément suivi. Bon, je ne vais pas vous le lire, ça n'aurait pas de sens, mais c'est vraiment, vraiment très impressionnant à quel point il suit précisément les prompts. Mais Sora, il peut aller encore plus loin, il permet d'animer une image avec un prompt précis, une image fixe. Il permet de compléter une vidéo et de générer ce qui se passe après une séquence ou avant une séquence. Il est capable de créer des boucles parfaites, il est même capable de faire le pont entre deux vidéos, même si elles n'ont rien à voir. Et c'est hallucinant, Il invente des transitions qui sont les plus crédibles possibles, disons, pour par exemple faire la jonction entre, je sais pas, vous avez le survol de bâtiments sur une île grecque, et celui voilà, où vous survolez un petit paysage en pain d'épices de Noël miniature. Et bien là, le truc commence avec l'île grecque, et puis après, le village se cache derrière un mur, et la transition entre les deux vidéos est la plus cohérente possible, et à un moment, c'est la deuxième vidéo. Il peut aussi faire des chimères, il peut fusionner les sujets de plusieurs vidéos, il peut faire du vidéo to vidéo, d'ailleurs il peut changer le style d'une vidéo en une autre, en gardant le squelette, c'est-à-dire vous avez une voiture qui roule sur une route, si vous voulez que ce soit une Ferrari, ça sera une Ferrari. Il peut aussi générer d'ailleurs, à la marge, il génère aussi des images fixes, et il génère probablement des images fixes aussi bien que DALL-E 3 et peut-être même mieux. Et c'est même assez probable qu'il le fasse mieux, parce que justement, DALL-E 3, c'est un truc qui fait des images fixes, et quand il y a des images fixes, il n'y a pas de physique, il n'y a rien de spécial, tu vois. Il n'y a pas de contraintes physiques. Alors que Sora, lui, est conscient des contraintes physiques. Et c'est justement le deuxième effet qui se coule de ce truc-là, c'est que
ça implique beaucoup de choses finalement en termes de machine learning au sens large. Déjà, rien que dans les résultats des générations de Sora, il y a un millier de questions et de problèmes, et des perspectives qui s'ouvrent et qui démultiplient finalement toutes les problématiques déjà posées par les générateurs d'images. Ceux de la créativité, de l'emploi, évidemment la désinformation, la mutation de l'industrie, enfin tout ça et plus, en bien pire. Genre, c'est vraiment toutes les problématiques posées par le générateur d'images, c'est tout ça au carré avec Sora, hein, et donc on n'est pas prêt, carrément pas. Hein. Mais au-delà des aspects pratiques, qui sont déjà évidemment hyper importants, il y a tout ce que ça implique qu'un truc comme ça existe et fonctionne aussi bien. Parce que générer la vidéo à partir de zéro, hein, ou presque, ça pose un tas de problèmes absolument pas évidents. Parce que imaginer une image fixe à partir d'une description, c'est déjà pas évident non plus. Enfin, en soi, évidemment, ça va pas de soi. Il faut associer des concepts sémantiques, des textes, des concepts, hein, comme un chat, un tractopelle, ce que vous voulez, et les concepts graphiques qui vont avec, et puis il faut les combiner de manière que ça soit cohérent et joli. C'est déjà fort d'y arriver aussi bien avec les outils modernes en réalité, mais la vidéo, c'est encore autre chose. Parce que là, il faut imaginer comment les trucs bougent, comment ils se comportent en interaction les uns avec les autres. Si tu veux représenter le monde d'une manière dynamique, il faut avoir une intuition de la physique de ce monde. Et même de manière plus basique, si tu veux pouvoir bouger ta caméra autour du sujet, hein, comme Sora sait très bien le faire, faire des survols au-dessus d'une rue japonaise animée ou tourner en hélicoptère autour d'une ville chypriote avec tous ces bâtiments, il faut clairement avoir une notion de la 3D, il faut avoir une notion de l'espace, du volume, de comment les trucs se représentent sous divers angles. Et parce que il faut aussi avoir une conscience de la persistance des sujets. Je veux dire, c'est pas parce qu'on voit pas un truc à l'écran que ce truc n'existe plus. Si un truc est occulté à l'écran, qu'il n'existe plus pendant un petit moment, il faut le maintenir en mémoire, il faut le garder et le représenter à nouveau quand il revient dans le champ. Et puis il y a la causalité aussi. Ça va pas de soi non plus. Je veux dire, les choses arrivent les unes après les autres, de manière causale, voilà, l'une est conséquence d'une autre, ça va pas forcément de soi. Si un mec peint une toile, il modifie d'une manière persistante le monde, d'une manière cumulative. Il faut pas qu'il y ait de retour en arrière, il faut pas qu'il y ait de saut, tu vois. Et donc, je dis ça parce qu'effectivement, il y a une vidéo où on voit un mec peindre une toile, enfin une espèce d'aquarelle, et c'est absolument bluffant. Si tu m'avais pas dit que c'était une génération, j'aurais jamais deviné. C'est l'aquarelle de l'arbre, là? Oui, c'est l'aquarelle, ouais. c'est ça. Ouais. Alors, c'est juste un peu curieux qu'il arrive à faire plusieurs couleurs avec le même oui, pinceau. C'est pas faux. Mais franchement, j'aurais pas remarqué. Sorti de ça, c'est bluffant. Ouais. Et bon, le truc, c'est que tout ça, justement, hein, toutes ces notions-là, Sora, manifestement, il les a. Et alors qu'il n'a pas été entraîné pour ça, spécifiquement. Je veux dire, on n'a jamais rien fait spécifiquement pour qu'il ait une intuition de la 3D, une intuition de la physique, hein, que les trucs, voilà, que les boules, elles tombent quand tu les jettes, ou ce genre de trucs. En fait, c'est finalement, en substance, Sora, il repose sur le même principe que Lumière. Et en fait, c'est-à-dire que c'est une sorte de grosse Stable Diffusion spatio-temporelle. C'est-à-dire qu'au lieu de partir d'un bruit en 2D pour faire une image, comme le fait Stable Diffusion, Sora part un bruit en 3D. En 3D parce que tout simplement, il y a le temps qui est la troisième dimension. Et il génère toute la séquence d'emblée. Donc il génère sur toutes les images en même temps, d'un seul tenant. Et c'est ce qui lui permet de conserver une cohérence temporelle aussi bonne. Sa particularité, c'est que c'est un pur transformer. Donc techniquement, le réseau qui débruite, qui imagine la vidéo, le réseau qui imagine la vidéo à partir du prompt, c'est un transformer et pas un UNet comme c'est le cas pour Stable Diffusion. Pour le moment, on n'a pas énormément de détails, il n'y a pas vraiment de papiers de recherche qui sont sortis, il n'y a pas franchement d'infos sur les avantages factuels d'utiliser une architecture plutôt qu'une autre, mais il est bien possible que ça soit un avantage important. Les transformers ont souvent des bonnes propriétés de scaling, c'est-à-dire qu'ils passent très bien à grande échelle. Et à n'en pas en douter, Sora est gros, il est sans doute très gros. Sora a été entraîné sur des millions de vidéos, de tout format, de toute longueur, hein, jusqu'à 1 minute, et c'est sans doute un bon volume, et sans doute d'ailleurs aussi un bon volume de contenu synthétique, hein, donc c'est-à-dire des vidéos de jeux vidéo, des vidéos en images de synthèse 3D, etc. Ça serait logique, hein, ça permet de booster le volume de données et d'entraînement de manière vraiment pas très chère. Et ensuite, comme pour DALL-E 3, OpenAI a utilisé ces autres modèles pour créer des descriptions minutieuses et détaillées de chaque clip. Donc ils utilisaient des GPT, leurs modèles qui sont utilisés aussi pour DALL-E, etc. Et du coup, finalement, le truc suit les prompts précisément comme DALL-E 3, comme DALL-E 3 le fait pour les images statiques, sauf que lui, il génère des blocs comme ça d'images qui sont donc des séquences vidéo. Donc Sora a vu des millions de vidéos, mais c'est tout. C'est tout. On lui a rien de spécial, on n'a rien de précis de particulier concernant le volume et la 3D1, ni la causalité, ni la persistance, tout ça. C'est le truc qu'il a déduit tout seul.
Il l'a déduit tout seul parce que c'est vraisemblablement le moyen le plus efficace de faire ce qu'on lui demande, à savoir de faire des vidéos sur à peu près n'importe quoi. C'est pas de faire des... tu vois, la manière la plus efficace de faire ce qu'on lui demande, qui est un boulot incroyablement complexe, hein, puisqu'il imagine une séquence vidéo à partir de rien, dans tous ses détails. Donc c'est vraiment extraordinairement complexe, et finalement, avec le budget, de calcul qu'il a, la manière la plus efficace de faire ça, c'est sans aucun doute pas de faire des remixes et de recracher des morceaux de vidéo qu'il a enregistrés. C'est de se faire une idée de comment ça marche, de comment et pourquoi les trucs bougent, de comment ils bougent, et d'avoir cette intuition et d'utiliser cette intuition physique pour créer ces vidéos. Alors je sais que le terme intuition est anthropomorphique, mais j'ai pas vraiment mieux, parce qu'avec Sora, tout porte à croire que le modèle a vraiment développé des structures internes, des représentations internes de ce qu'il a vu du monde, et que ces représentations soient efficaces pour la tâche qu'on lui demande. C'est-à-dire que c'est efficace, voilà, d'avoir cette idée probablement assez approximative, hein, de la physique, parce que c'est utile, parce que y a la physique partout, forcément quand tu fais des vidéos. Et tu m'as envoyé, pour la 3D, c'est pareil, tu m'as envoyé des posts d'un gars qui avait utilisé les vidéos de Sora pour avoir des représentations en 3D des lieux qui étaient générés. Donc en gros, comme c'est une vidéo, en gros c'est une représentation de plusieurs points de vue de la même scène, et du coup après tu peux envoyer ça dans d'autres logiciels pour faire des Gaussian splatting ou ce que tu veux. Effectivement tu as une représentation en 3D du lieu qu'a imaginé Sora, donc ça veut dire quoi. et c'est cohérent, tu vois, et donc ça montre bien que Sora ne pense pas juste en termes de pixels, mais il pense vraiment en termes de volume, puisque tu peux extraire de ce que produit Sora, tu peux extraire un objet 3D, donc ça veut dire qu'il a une intuition de la 3D. Est-ce que ça veut dire que le fonctionnement, enfin la manière dont OpenAI a pu développer Sora est différente des autres outils qui existent aujourd'hui? Peut-être plusieurs choses quand même avant que tu tentes de répondre à cette question. Il y a aussi le côté imparfait de Sora, et sur la page de présentation de Sora par OpenAI, il y a aussi les limites, hein. On voit qu'il y a encore certaines connaissances de la physique que Sora n'a pas, ou sur lesquelles il peut se rater. On voit le cas où on a les chercheurs qui sortent une chaise en plastique qui se retrouve même à bouger elle-même, ça en est drôle d'ailleurs, ou une scène un peu plus malaisante pour le coup, où une vieille dame souffle bizarrement ses bougies d'un gâteau et on sent que l'interaction avec l'environnement, c'est pas encore ça. Donc ce que tu décris est évidemment très vrai et très mesuré et convaincant, mais il y a encore, heureusement presque, on s'en satisfait, quelques limites. Puis il y a un point aussi, hein, c'est que c'est une présentation et que c'est pas disponible pour des tests. On a de bonnes raisons de penser aussi qu'ils ont sélectionné, Guillaume, les tests qui sont diffusés sur cette page. Bien sûr, mais alors ce qui est vraiment intéressant, justement avec la question de est-ce qu'ils ont utilisé une technique particulière pour l'entraîner, c'est qu'en fait non. Est-ce qu'ils ont un nouveau fouet pour entraîner en fait non, vraisemblablement pas. Et c'est ça c'est ça le cœur du truc en réalité, c'est que c'est les mêmes algorithmes que d'habitude. C'est-à-dire c'est toujours des transformers, c'est toujours un modèle de diffusion, et en réalité la seule chose qui change, c'est la taille. Et ils le disent finalement dans le rapport technique, hein. Et c'est vrai que comme avec les images fixes, on entend pas mal de trucs. Enfin, certains pourraient être tentés de voir Sora comme un remixeur géant, quoi. Voilà, comme quelqu'un qui juste mélange des trucs qu'il a déjà vus et puis c'est tout. Mais en fait, je pense que c'est une erreur. Si vous aviez écouté les épisodes précédents où je parlais d'un article et qui nuançait cette idée que les modèles de langage, que les chats GPT et compagnie, hein, c'était que des perroquets qui faisaient des remixes de bouts de texte, comme ça, et puis c'est tout. En fait, l'idée, si tu veux, c'était que c'était manifestement pas vrai, parce que, en tout cas, que c'était très limitant de les penser comme ça, parce que ChatGPT exhibe des compétences linguistiques. Et on peut lui demander de les combiner, ces compétences linguistiques, à tel point que pour des raisons purement combinatoires, à un moment donné, il devient virtuellement impossible que les combinaisons de compétences linguistiques qu'il utilise pour produire le texte n'aient été présentes dans ses données d'entraînement, et que donc, il générait des trucs qui sont vraiment inédits. Il génère pas des remixes de trucs qu'il a déjà vus. Il génère des combinaisons de trucs qui n'existent pas, qu'il a jamais vus. Donc, dire que ça remâche juste des trucs préexistants, en réalité, c'est sous-estimer ces modèles. Et je pense qu'il faut jamais sous-estimer, surtout si vous pensez que c'est un ennemi, il faut jamais sous-estimer son ennemi. Et je pense effectivement que Sora offre une illustration graphique qui est assez cool de ça, parce que on a vu d'innombrables situations et styles, on a vu d'innombrables situations et styles dans les exemples. On sait effectivement qu'il a vu des millions de vidéos, et que donc il a vu lui aussi, il a vu d'innombrables situations et styles pendant son entraînement. Mais tu peux lui demander tout, tu peux lui demander les trucs les plus improbables,
Et tu peux empiler les demandes. Et plus tu empiles truc improbable sur truc improbable, au moins il est crédible, si tu veux, que ce que tu demandes, que la combinaison de choses que tu demandes dans une vidéo précise ait été vue dans le dataset d'entraînement. Ouais. Au moins, au plus tu empiles les demandes, au plus tu veux des choses précises et improbables, ben, au moins tu as de chances qu'il a appris par cœur un truc suffisamment proche dans son dataset d'entraînement pour en faire un remix et satisfaire à ta demande. Il est bien obligé à un moment donné de combiner des trucs, tu vois, mais de les combiner d'une manière cohérente en respectant les règles. Et donc, la conclusion qu'on pourrait tirer, je pense, c'est que comme avec les modèles de langage, Sora a bel et bien appris des structures. Il a bien appris à comprendre un certain nombre de trucs, si tu veux, à comprendre comment certains trucs fonctionnent. Ici, je pense qu'il a effectivement compris quelques notions de physique et quelques notions de causalité qui ont émergé à force d'essayer de résoudre le problème qui est archi super ultra complexe. C'est un problème qui est d'une complexité inimaginable de produire des vidéos à partir d'un texte. Un humain tout seul, comment il fait? Il peut pas faire ça, tu vois, c'est inimaginable de produire une vidéo entière à partir d'un truc. Ça demande un travail énorme. Ça demande un travail énorme à un humain. Et en réalité, je pense que la manière la plus efficace de le faire, c'est effectivement d'avoir des notions approximatives de comment ça se passe en physique et de comment ça se passe dans le vrai monde. Et c'est ça, je pense, qui pousse les chercheurs d'OpenAI à dire que Sora s'est doté d'une représentation du monde, un world model, comme ils disent, et qu'il utilise cette représentation pour générer des vidéos. Donc Sora génère des pixels, c'est ce qu'il fait, hein, il génère des pixels, mais il a probablement un modèle physique, sans doute rudimentaire, interne, et il a appris comment bougent les trucs, comment ça marche un chat, comment ça roule une voiture, comment ça bouge un œil en gros plan, etc. Et il doit utiliser ça effectivement pour générer les trucs. Comme tu dis, c'est loin d'être parfait, hein, et OpenAI fournit des exemples, voilà, fournit des exemples qui sont super impressionnants et qui ont été évidemment sélectionnés, hein, forcément, mais bon, oui. Leurs exemples foireux sont déjà bluffants, en fait. C'est ça qui est assez Le truc, c'est que voilà, tu parlais de la vidéo de la mamie qui fête son anniversaire, Ouais. elle est quand même pas mal, mais c'est vrai que Ah si bah tu oui, regardes à ouais. l'arrière-plan, t'as des mains qui Ouais. bougent de manière très 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 chelou. Il y a des petits Ouais. soucis de pose ici et là. Effectivement, il y a des chaises en plastique qui volent. Et, et les chercheurs eux-mêmes montrent des ratés de Sora, des trucs qu'il n'arrive pas encore à faire ou qui ratent. Et il rate probablement régulièrement. Tu lui demandes de casser un verre qui perd son liquide. Ben non, le verre il reste entier, mais le liquide coule. Mm. Et effectivement, c'est un raté. Mais déjà, rien que le liquide qui coule, il est déjà super bien fait. Et c'est ça qui est fou, c'est que finalement, oui, c'est encore approximatif. Clairement, il n'a pas encore, tout bien compris, tout bien assimilé. Mais on voit quand même le début, et c'est quand même pas mal. Alors, bon, il y a certains exemples sur Twitter qui sont beaucoup moins convaincants, qui sont un peu rigolos. Mais bon, c'est une alpha. Et donc, même s'il sera encore des problèmes avec la physique complexe, les foules, parfois même avec la causalité, ben, il a quand même déjà, en l'état, assimilé pas mal de trucs. Et c'est quand même déjà assez vertigineux. Parce que les chercheurs montrent aussi que tout ça, ça se résout tout seul, quasiment. Avec beaucoup plus de calculs. En fait, ils montrent l'exemple d'une vidéo de chien générée avec une certaine quantité de calculs. Donc, la quantité de calculs de base, c'est juste monstrueux. On voit des tâches qui bougent, ça rime à rien. Avec 4 fois plus de calculs, ça devient tout à fait reconnaissable, mais c'est un peu flou. Avec 32 fois plus de calculs, on dirait une pub Royal Canin, voilà, tout simplement. Mais tout ça, c'est avec le même modèle, juste plus gros. Et donc, ben, apparemment, c'est beaucoup une question d'échelle, en réalité, les capacités des modèles comme ça. Et bien entendu, on se dit que l'avenir va nous en apporter toujours plus. De la puissance de calcul, de la mémoire, et que si un truc aussi complexe que la génération de vidéos est virtuellement résolu comme ça, juste en envoyant plus de puissance, bon, ben, c'est quand même vraiment vertigineux. Évidemment, il faut rester prudent parce que c'est un truc qui n'est pas encore public, on n'a pas pu le tester. Mais bon, tout est possible. Et en particulier, quand on parle de représentation du monde, on pense forcément aux robots, qui auraient bien besoin d'avoir une représentation du monde en 3D avec de la physique et un pouvoir de prédiction de ce qui va se passer dans tel ou tel cas. Les robots ont besoin de cette capacité de comprendre et d'anticiper les conséquences de tel ou tel événement. Et ben c'est ce que fait Sora. Sora, parce que Sora, il peut prendre une vidéo et il peut la continuer. Donc il peut anticiper ce qui va se passer. Et cette projection est crédible. Et avoir ça, c'est possible rien qu'en l'entraînant sur des vidéos, sur des milliards de pixels avec des milliards et des milliards de paramètres. Donc à plus long terme, la réussite inattendue de Sora, inattendue parce que c'était pas évident que ça fonctionne bien juste en envoyant plus de puissance, quoi. Ça ouvre des perspectives qui sont assez vertigineuses. On peut imaginer des modèles multimodaux qui seront une représentation du monde assez fiable eux-mêmes,
rien qu'en écoutant et en regardant finalement. Et ils n'ont même pas besoin de regarder le vrai monde, hein, parce que les robots, ils peuvent très bien apprendre en simulation 3D, se faire un modèle du monde en simulation 3D, une sorte de modèle fondation, quoi, et puis après être fine-tuné dans le monde réel selon les besoins. Ça commence à être déjà fait d'ailleurs. Mais bon, Sora laisse entrevoir que ça pourrait marcher même mieux que prévu, en réalité, pourvu qu'on ait la puissance nécessaire. Alors évidemment, il reste encore des inconnus, hein, quand est-ce que ça sera disponible, comment et à Mhm. quel prix. Sora est sans doute très gros. Il est sans doute au moins 10 fois plus gros que la concurrence, minimum. On ne connaît pas la puissance nécessaire ni le temps de génération. On ne sait pas si ça met 2 minutes, 30 secondes, on ne sait pas. Ouais. Mm. Mais ce truc m'a l'air lourd, et j'imagine pas un analogue open source utilisable sur un PC de sitôt, mais bon, voilà. Je suis surpris toutes les semaines, donc depuis 1 an et demi, alors bon, on va savoir. Peut-être que la semaine prochaine, on aura notre nouveau lot de surprises. Au passage, et je voulais juste le souligner parce que c'était rigolo, on avait relayé, Guillaume, hein, ces vidéos de Will Smith qui mangeait des spaghettis qui étaient très dérangeants. Je me rappelle à C'était l'époque que affreux. j'étais gêné de ces vidéos. Et évidemment, elles ont été refaites, ces séquences avec Sora, et elles sont... Bah, en fait, enfin, c'est les mêmes, mais juste pas gênantes et très bien faites, quoi. C'est Faut pas impressionnant. oublier que si vous les avez en mémoire, ces vidéos monstrueuses et ridicules qui ont fait rigoler le monde entier de Will Ouais. Smith qui mange des spaghettis, c'était il y a 11 mois. Ah oui, j'avais en tête 1 an. Bah, tu vois, très bien, 11 mois. OK, on mesure un petit peu la vitesse à laquelle, tout cela va, et ça en est, évidemment, passionnant. Alors tu nous parles, Guillaume, de ce que pourrait, proposer la concurrence, quelles alternatives ou, autres solutions, il pourrait y avoir. En tout cas, tout ça va désormais passer sous le prisme de Sora, forcément, hein. Et côté méta, on a, une nouvelle méthode d'entraînement. Alors là aussi, on va parler de vidéo, Guillaume, mais ça génère pas de la vidéo. C'est plus une manière d'entraîner qui n'est plus basée sur du texte, mais sur le fait de regarder de la vidéo, c'est ça? Oui, enfin alors même si Sora a pris toute la lumière, ça c'est normal puisque Sora ça veut dire Beau jeu ciel de mots. après tout, hein. Sora ça veut dire ciel en japonais. Ou alors c'est une référence au héros de Kingdom Hearts, c'est le mec avec sa grosse clé sur le dos, là Ah, je sais pas. Mais ça n'a pas été confirmé il me semble, mais bon. Enfin, en tout cas, il y a eu plusieurs autres annonces quand même cette semaine qui sont vraiment, vraiment importantes, qui d'ailleurs chacune aurait pu faire le titre de l'épisode en réalité. bah oui, ouais. Et puisqu'on parle de représentation du monde, ben, en fait, c'est le dada de Yann Lequin, ça, la représentation du monde. Et alors, lui, il est chez Meta, hein, et il développe les JEPA, dont on avait déjà un petit peu parlé. Alors, JEPA, évidemment, c'est un acronyme, ça veut dire Joint Embedding Predictive Architecture. Et donc, pour faire simple, c'est une sorte de famille d'algo de deep learning qui vise à créer une représentation du monde unique pour toutes les modalités, c'est-à-dire son, image, les actions, enfin, bref, ce que vous voulez. C'est le Joint Embedding. Et donc, c'est pour permettre à des IA de prédire, dans une situation donnée, ce qui va se passer. Donc, d'anticiper, en gros, ce qui va se passer. Et Sora, effectivement, Sora le fait, en réalité, dans son domaine particulier. Son domaine particulier, c'est produire des pixels vidéo. Mais il y a une analogie générale entre VJPA, donc VJPA, c'est donc le truc qui est sorti cette semaine, et donc VJPA en particulier, et Sora, puisque finalement, ils apprennent tous les deux à partir de séquences vidéo, et c'est finalement tous les deux des prédicteurs, un petit peu. Donc il y a quand même une sorte d'analogie, même si voilà, c'est des modèles complètement différents et qui n'ont pas vraiment les mêmes buts. VJPA n'a pas pour but de générer quoi que ce soit. Il est entraîné à prévoir ce qui va se passer et à comprendre ce qui s'est passé. D'ailleurs, VJPA et Sora ne sont pas entraînés vraiment pareil, parce que VJPA ne débruite pas des vidéos, enfin des bruits pour fabriquer la vidéo, tout ça. Pas du tout. Parce qu'il ne veut pas les générer de A à Z, pas du tout. En fait, il était entraîné à compléter des vidéos qui ont été occultées. Il faut imaginer que vous avez une vidéo, je sais pas, d'un caniche qui court, bon ben voilà, ben vous avez une espèce d'énorme carré noir à un endroit, et le but, c'est que VJPA, il va essayer de prévoir ce qu'il y a dans le carré noir. Donc on cache ce qui se passe, on cache une grosse partie de ce qui se passe, et puis VJPA, il va prévoir ce qui manque. Donc on cache beaucoup d'informations exprès. Quand je dis qu'il y a un gros carré, c'est vraiment les trois quarts de l'image quasiment, hein. Alors pourquoi on cache autant? Parce que sinon c'est trop facile. Parce que le but c'est qu'il doit prévoir en fait ce qui doit se passer et qu'il faut qu'il se fasse vraiment sous contrainte parce que au plus il y a des contraintes, au plus il va être obligé d'être astucieux quelque part. Au plus il va être obligé de trouver des techniques qui sont les plus efficaces possibles et finalement les plus optimales. Donc il faut, si tu vois à peine que c'est un chien sur quelques images, pour anticiper ce qui va se passer, il faut vraiment assimiler comment bouge un chien, tu vois. Il faut pas juste retenir quelques patchs des pixels que tu refous un petit peu comme ça, quoi, de manière voilà, statistique. Non, il faut vraiment voir, ah ben non, mais attends, ça c'est un clébard, donc ça doit bouger comme ci, comme ça, etc. Techniquement, VJPA va découper l'image en petits morceaux, encoder tout ça, évidemment, et puis on cache une grande partie des morceaux, et le modèle va prévoir les morceaux manquants. Et après on peut faire ce qu'on veut, parce que finalement, VJPA, c'est juste la phase
de encodage, plongement, prédiction. Mais bon, après, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces prédictions. Ce qui veut, par exemple, on peut faire une classification de ce qui se passe ou déclencher une action à partir de ce qui se passe, de ce qui peut se passer. Et voilà. Donc a priori, ça peut être utilisé pour plein de trucs différents. Donc c'est très général. C'est pas un générateur vidéo, voilà, qui fait que ça, parce que Sora il fait que ça, il fait que générer des vidéos. Et le but de Meta dans cette recherche, c'est d'avancer vers une AMI, encore un acronyme, qui veut dire Advanced Machine Intelligence, donc voilà, intelligence machine avancée, qui pourra donc rentrer dans des robots, des assistants ou autres. Hein. C'est assez marrant de voir finalement qu'il y a quand même des ponts entre les recherches de Meta et OpenAI, hein. Bon voilà, mais il y en a un qui est beaucoup plus graphique, évidemment, enfin Sora, forcément, c'est très très médiatique hein, comme truc, et puis il y a l'autre qui est beaucoup plus technique, et qui a d'ailleurs du coup a une couverture médiatique autrement inférieure malheureusement, mais bon. Donc voilà, on aime bien les trucs graphiques, hein, alors que voilà, pour conclure sur la manipulation vidéo, bon, vous avez compris qu'on on est rentré dans une nouvelle ère de la manipulation vidéo, que c'est devenu un truc qui va se développer beaucoup plus rapidement que prévu. Et bon, pour enfoncer le clou, on peut parler d'un autre petit truc que j'ai vu passer qui m'a fait marrer, qui s'appelle Emo Speaker. Donc ça, c'est une recherche, donc c'est des Chinois, hein, c'est absolument pas méta. C'est un petit truc qui a été droppé comme ça par des Chinois qui permet de prendre une vidéo de gens qui parlent et de changer l'émotion. Bah, donc vous changez l'émotion, vous pouvez le rendre triste, vous pouvez le rendre étonné, dégoûté, vous pouvez le rendre content. N'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Donc du coup, si t'avais pas le moral pendant la prise, pas de problème, on peut changer sans post-prod maintenant. Tout le monde croira que t'as gagné au loto, y a pas de souci. Encore un truc qui ouvre des nouvelles perspectives pour le cinéma, parce que entre les outils de génération et les outils de manipulation des médias, on est vraiment entré dans une nouvelle époque. D'ailleurs, j'ai vu passer le terme sur Internet de singularité culturelle, qu'on peut aussi peut-être parler de singularité médiatique, hein. C'est le moment où la réalité et le synthétique entrent en collision quelque part, et on espère vont pas s'effondrer les uns sur les autres. Ah ben, tu vois, une très belle illustration, et ça va me permettre de me corriger dans le même épisode, puisque je regardais en même temps sur Internet des éléments sur cette vidéo dont je parlais tout à l'heure de Will Smith. En fait, et tu le savais peut-être, ce n'est pas une vidéo qui a été générée avec Sora, cette nouvelle version des pâtes avec de Will Smith qui mange des spaghettis. Je pensais vraiment que c'était une vidéo qui avait été envoyée à digérer à Sora pour qu'il la régénère de manière crédible. Je me suis fait totalement abuser. En fait, c'est Will Smith lui-même qui a posté cette vidéo a priori hier, au moment où on enregistre le 19 février. Et j'ai vraiment fait le raccourci, alors je suis pas le seul, hein, en interprétant le fait que c'était la nouvelle version avec Sora qui était sortie. Et je pense que ça montre bien ce que tu illustres en termes de singularité culturelle et de doute que ça peut aussi amener auprès des internautes. C'est que vraiment la frontière et le flou qu'on va avoir sur ce qui est généré par intelligence artificielle et ce qui est réel va devenir un véritable sujet. Et je pense qu'on va être amené à probablement douter de tout. Une dernière chose avant qu'on enchaîne sur le reste, Guillaume, je cite une prise de parole de Yann Lequin, et c'était peut-être à ça aussi que tu faisais référence quand tu parlais de représentation du monde. Je cite sa réaction à propos de Sora, qui j'imaginais à propos de Sora, du coup, la génération de vidéos qui semblent particulièrement réalistes à partir de prompts n'indique pas qu'un système comprend le monde physique. Est-ce que c'est subtilement en contradiction avec ce que tu indiquais? Parce que tu soulignais bien le sûr. fait que... Ouais. Mais c'est en contradiction avec ce que disent les gens d'OpenAI aussi. Oui. En réalité, ce que fait Yann Lequin, c'est essayer, lui, de faire un modèle qui le fait, qui essaie de comprendre le monde physique, justement, qui essaie c'est le but de VGPA quand même, hein, mais c'est aussi, en quelque sorte, le but implicite de Sora, puisque si tu veux générer des vidéos, c'est mieux de comprendre comment si tu veux générer des vidéos réalistes du monde, c'est mieux de comprendre comment le monde fonctionne. Et ce que disent les chercheurs d'OpenAI, c'est que Sora y est arrivé. Mais de fait, parce que voilà ses productions, voilà quoi, tu vois. Yann Lequin dit, ça n'indique pas que c'est le cas. Effectivement, on n'a pas vraiment de preuves, mais bon, qu'est-ce que, tu vois, là, on a le problème de... Bon, après, on a aussi un petit problème que les deux boîtes sont quand même en grosse concurrence l'une avec l'autre, on va dire. Quand même, ouais. Mais bon, après, qui a raison? C'est-à-dire, tu vois, qui apportera la preuve, effectivement, qu'il y a vraiment un modèle du monde dont on saura? C'est pas du tout évident de savoir s'il y a vraiment un modèle du monde ou pas. Mais apparemment, si tu veux, l'efficacité de Sora tendrait à montrer que c'est tout à fait possible. Ouais.
Bon, il va falloir creuser et attendre de voir. En tout cas, ça vous donne une fenêtre de réflexion. On continue avec les intelligences artificielles, Guillaume, avec GPT, ChatGPT en particulier, qui est présenté, et ça tombe peut-être bien finalement hein, pour eux, par Microsoft et par OpenAI comme étant un outil qui serait utilisé par des organisations étatiques ennemies dans le cadre d'actions malveillantes. Est-ce que c'est pas une manière, Guillaume, de valoriser les performances des outils que de souligner ça d'ailleurs? Eh bien, pas du tout. Mais vraiment pas du tout, parce qu'effectivement, Ah, ChatGPT est ok. utilisé par des hackers. Par des hackers. Ah Mais ouais, ces hackers, pirates. ces hackers sont... Non, attention, c'est les pointures, hein, c'est pas les moindres hackers, parce que c'est des profils très Précis, célèbres de ouais. Russie, de Chine ou de Corée du Nord, hein, qui ont essayé l'outil. On parle de pointures comme Fancy Bear, voilà, par exemple. Cela dit, paniquez pas, hein, parce qu'en fait, ils l'utilisent comme vous et moi, quoi. C'est-à-dire, ils l'utilisent pour traduire des rapports techniques, pour rédiger des emails qu'ils n'ont pas envie d'écrire. Voilà, c'est pour faire du phishing, mais bon, je veux dire, en fait, ChatGPT Pour n'est tout récolter des simplement... données aussi, pour se renseigner, pour faire de la recherche un peu, d'après ce À que j'ai vu. peine, ouais. Honnêtement, Mm. ils utilisent ChatGPT voilà, comme un truc, comme un assistant tout venant, quoi, en réalité. ChatGPT n'est pas assez bon pour que les experts en cybercriminalité comme eux aient besoin de lui en termes techniques. Ils utilisent ChatGPT pour faire le sale boulot, quoi. Mais sinon, le reste, ils savent Pour faire faire eux-mêmes. des messages de phishing encore plus crédibles? Oui, oui, Peut-être, ça, ok, bah, je d'accord. sais Mais pas enfin, si en on est gros, encore sur un autre encore niveau. plus crédible, tu vois. Enfin, je pourrais le faire eux-mêmes. C'est juste que oui, ça Mm. les aide un petit peu, mais c'est pas ChatGPT à mon avis, qui va les aider Ouais, à rédiger des super malwares encore plus puissants que ce qu'ils savent faire déjà, parce qu'à mon avis, ils sont déjà mm. top niveau, quoi. Non, non, vraiment. Bon, Ok. puisqu'on parle d'OpenAI, autant finir aussi avec quelques petites nouvelles. Tu sais qu'OpenAI a tenté de faire déposer la marque GPT, et ça a été Mhm. refusé. Et c'est normal, parce que GPT, c'est un acronyme aussi général que SDF, SICAV ou VTT, quoi. Parce que GPT, ça veut dire Generative Pre-trained Transformer. Alors, vous le saviez déjà, hein, si vous nous écoutez souvent, ça veut juste dire que c'est une IA générative qui est bâtie autour d'un transformer pré-entraîné, ce qui est le cas de tout le monde, en fait. Virtuellement, tout le monde utilise ça. Que ce soit ChatGPT, Claude, Gemini, les Llama et même les modèles de génération audio, hein, il y en a beaucoup, c'est des GPT. Bon, voilà, donc pour le moment, GPT, ça reste donc un acronyme qu'on peut tous utiliser sans se faire attaquer en justice, hein, et oui, ça doit rester comme ça. D'ailleurs, puisqu'on parle de trucs de procès, OpenAI doit être plutôt content en ce qui concerne notre procès intenté par des auteurs comme Sarah Silverman, Michael Chabon ou Paul Tremblay, puisqu'une bonne partie des accusations ont été retoquées. Tout en fait, sauf ce qui concerne les textes copyrightés, dont les données d'entraînement de GPT 3.5 et 4. Donc on en avait parlé, les avocats des écrivains avaient dit qu'OpenAI est une machine à voler le travail des artistes, une machine à plagier, je cite. Ces accusations-là ont été jugées irrecevables par une juge qui s'appelle Araceli Martinez-Holguin, et à moins d'être lourdement amendée et de présenter des preuves solides, du préjudice, le préjudice qui a été annoncé, ça c'est mort. Par contre, pour ce qui est du reste, les auteurs, ils n'ont pas donné leur permission pour servir l'entraînement de ChatGPT. Ça, c'est une plainte recevable, et donc ça va continuer. Alors, la conclusion de cette partie du procès sera très très intéressante, hein. Alors, ce sont des grosses répercussions sur l'industrie, mais rien n'est jugé, mais rien n'est joué. Parce que bon, ils vont toujours forcément dire que c'est un usage raisonnable, un fair use, hein, donc usage raisonnable ou pas, voilà, ça sera la question. On a fait 4 lignes de notre conducteur et on en est presque à 45 minutes J'en d'émission. peux Ça vous plus. montre la densité des informations de cette semaine. C'est assez fou. Et on continue parce qu'on n'a pas terminé. Il faut absolument qu'on va parler de Gemini 1.5, dont là aussi, hein, les avancées proposées promettent vraiment de contribuer à changer la donne. Guillaume, alors au-delà du nommage et de la fenêtre de présentation de la part de Google, qui est un peu peut-être discutable, hein, pourquoi nous sortir un 1.5 alors que la semaine dernière on avait des 1. Enfin, bon, je me paume toujours un petit peu dans les versions et Non, les mais nommages des enfin, produits de Google. Bref, sur le fond, ça a l'air quand même assez bluffant. Bah écoute, oui, Google aura sans doute voulu qu'on parle de Gemini 1.5 tout de suite, au lieu de le faire après 3/4 d'heure de podcast. Oui, faut dire qu'il a aussi choisi un timing qui laisse songer, hein, pour C'est vrai, annoncer c'est sa de leur version faute. 1.5 de Gemini Pro, qui est d'ailleurs meilleur que Gemini Ultra. Et oui, parce que Gemini 1.5 Pro est meilleur que Gemini Ultra, celui-là même qu'on a annoncé en grande pompe comme étant la réponse de Google à OpenAI la semaine dernière, le meilleur modèle de la marque et tout ça. Donc Google a réussi à ringardiser son propre haut de gamme en moins d'une semaine. C'est quand même pas banal comme politique marketing, hein, faut l'avouer.
Soit c'est le bordel en interne, soit ils ont eu vendre un gros truc qui allait sortir chez OpenAI, je sais pas, Ah oui, par exemple, mais bon, peut-être. voilà, c'est Sora, comme par exemple. Mais c'est un peu raté, évidemment, Sora est tellement graphique que c'est dur de lutter. Mais Gemini 1.5 est une annonce très très intéressante aussi et très impressionnante. Et pour résumer, c'est assez simple, hein, Gemini 1.5, c'est Gemini en meilleur, donc au niveau Gemini Ultra, mais surtout avec une mémoire d'éléphant. Parce qu'un modèle de langage, enfin un chatbot hein, pour être précis, a deux types de mémoire, pour faire simple. Hein. Il a une mémoire morte et une mémoire vive. La mémoire morte, vous pouvez pas y toucher, elle est énorme, mais elle n'est pas forcément fiable. Et c'est ce qu'a appris le modèle pendant sa phase d'entraînement, et tout ça c'est figé. La mémoire vive, donc c'est le mort de travail, c'est comme sur un PC, c'est aussi celle qu'on appelle la fenêtre de contexte. C'est là que vous écrivez votre prompt et que votre conversation se déroule et est enregistrée. Et c'est aussi là qu'on peut donner des exemples ou des données supplémentaires à l'IA pour qu'elle apprenne en contexte de nouvelles choses. D'ordinaire, la mémoire vive est assez limitée. Elle est limitée à quelques milliers de mots, et les rares modèles qui vont sur la centaine de milliers de mots montrent des phénomènes de trous de mémoire qui sont importants. Or, Gemini 1.5 a une mémoire de 1 million de tokens, soit dans les 750 000 mots, et il n'a pas de trou de mémoire. Il se rappelle de tout. Un des exemples simples et super impressionnants de l'utilité d'une telle mémoire, hein, qui illustre bien le truc, c'est que voilà, vous prenez Gemini donc 1.5, vous lui donnez un précis de grammaire, donc livre de grammaire, et un bouquin de vocabulaire en une langue que Gemini ne connaît pas. Donc parce qu'on sait très bien qu'il n'y a aucun texte de cette langue dans son dataset. Et cette langue, c'est le Kalamang, ou qu'on appelle aussi le Karas, qui est une langue de Nouvelle-Guinée, et qui est parlée par 200 personnes dans le monde. Bon, il n'a jamais vu ça. Ça fait pas Gemini, beaucoup. hein. Bon, donc vous lui envoyez en mémoire, vous lui faites lire hein, en quelque sorte la grammaire et le vocabulaire de ce truc, de cette langue. Et ensuite, le modèle sait faire des phrases dans cette langue. Il peut traduire de l'anglais vers le Karas aussi bien qu'un humain qui aurait lu lui-même ses livres. Donc Gemini peut digérer en quelques secondes 400 pages de rapport, et puis répondre à toutes les questions dessus. Il peut l'analyser, il peut engranger 100 000 lignes de code et raisonner dessus, trouver les bugs, expliquer des trucs, etc. Et ça, c'est déjà dingue. Mais Gemini, il est multimodal. Donc il peut aussi utiliser des images, comme il a désormais la place pour beaucoup d'images, mais il peut carrément regarder et travailler sur l'intégralité d'une vidéo de 44 minutes de Buster Keaton. En fait, tu peux lui envoyer l'intégralité du film muet. Donc j'ai utilisé un film muet de Buster Keaton, voilà, bon, pourquoi pas. Et en fait, il regarde le film. Donc le film de 44 minutes, il le digère, enfin il le regarde en quelque chose qu'en moins d'une minute. Et là, c'est assez dingue. Parce que quand on lui demande à quel moment un morceau de papier est pris dans la poche de quelqu'un, il donne le timecode, donc il dit quand précisément ça arrive, et il donne une explication de ce qui se passe. Je veux dire qu'il te raconte pourquoi dans le scénario du film ça arrive. C'est sérieusement impressionnant, hein. Le truc pourrait te raconter l'histoire du film, en fait il a vu le film quoi. Donc il reste totalement multimodal, ce qui veut dire que si tu lui donnes le croquis d'une scène avec 4 traits qui montrent un stickman qui se fait arroser par un réservoir d'eau, donc tu lui envoies le croquis, il va comprendre ce à quoi ça correspond, il va te retrouver la scène du film qui correspond au croquis. Alors tout ça est encore relativement lent, puisqu'il prend presque une minute à répondre. Mais bon, ça marche, et c'est déjà assez dingue. D'ailleurs, comment ça marche, ça reste d'ailleurs un secret Google, hein, ils disent pas exactement comment ils font. On sait que Gemini 1.5, c'est un mélange d'experts, comme GPT-4 et comme notre fameux Mixtral national. Donc autrement dit, c'est un modèle qui est très très gros, mais qui utilise qu'une petite partie de ses poids simultanément. Donc il utilise beaucoup moins de calculs que la taille qui fait quoi. Bon, au-delà, comment ils atteignent un contexte aussi long et aussi fiable, c'est pas très clair. En théorie, il n'y a rien qui empêche un transformer d'avoir 1 milliard de mots de mémoire. En théorie, il n'y a aucun problème. C'est juste que c'est pas gérable en termes techniques parce que les besoins en puissance de calcul et en RAM augmentent comme le carré de la taille de cette mémoire. Donc si vous avez une mémoire 10 fois plus grosse, il faudra 100 fois plus de calcul. Ah oui. Et il faut bien s'en rendre compte que chaque fois que le mode... Enfin, on l'a déjà dit, mais bon, voilà, c'est mieux peut-être de le redire, c'est qu'à chaque fois qu'un chatbot sort un mot, à chaque fois qu'il écrit un mot, on doit recalculer toute l'attention, on doit faire un recalcul complet sur toute la fenêtre de contexte. Parce que l'attention, c'est-à-dire sur quoi le modèle va se focaliser, ça change à chaque fois, ça change à chaque mot. Parce qu'en fait, le contexte se modifie. Comme le contexte se modifie, les mots qui sont importants dans ce contexte vont changer à chaque fois. Ce qui fait qu'il va devoir recalculer pour chaque mot, sur toute sa mémoire, ce qui est important et ce qui n'est pas important. Et donc ce recalcul, le problème c'est que c'est un recalcul qui croît comme le carré de la taille de cette mémoire. Et donc ça explose très rapidement, quoi. Alors comment ils font ? Bon, il y a des architectures qui sont un peu différentes, dont les besoins sont réputés proportionnels à la taille mémoire, hein, c'est-à-dire 10 fois plus de mémoire, 10 fois plus de calcul.
et pas 100 fois, c'est déjà mieux. Donc il y aurait Mamba et Roakouf qui feraient ce genre de truc. Mais c'est clairement pas ce qu'ils utilisent, puisqu'ils disent qu'ils utilisent encore, enfin ils disent qu'ils utilisent des progrès avec les transformers, donc ça indique que manifestement ils utilisent encore ça. Et bon, dans les exemples, ça montre que ça prend quand même du temps, et régulièrement des dizaines de secondes pour avoir des réponses. Donc ça semble montrer aussi qu'ils ne sont pas passés à autre chose, et que donc la quantité de calcul et de mémoire demandée doit être assez faramineuse. Alors il y a des méthodes astucieuses pour distribuer la mémoire d'un seul modèle sur plusieurs appareils. En gros, sur plusieurs serveurs, quoi. Et bon, c'est ce que fait Ring Attention, par exemple. Et puis aussi des méthodes pour exploiter au mieux, pour éviter les latences mémoire, en fait, pour exploiter au mieux les hiérarchies mémoire. Enfin bon, c'est comme, voilà, ça c'est des trucs par contre qui sont beaucoup plus techniques, mais bon, te porte à croire que Google a réussi techniquement à créer un gros GPT avec une mémoire sur plein de TPU, et on comprend bien du coup que tout ça devient cher. Et pourquoi c'est important de le garder à l'esprit ? Tout simplement parce que ça explique que le million de tokens, il ne sera pas pour tout le monde tout de suite. Quand Gemini 1.5 sera dispo, il sera dispo avec une mémoire de 128 000 tokens et pas de 1 million. Le million arrivera plus tard, il sera certainement payant, et il sera certainement, il y a probablement même plusieurs forfaits en réalité, parce que ça doit être beaucoup plus cher de faire tourner un Gemini 1.5 avec 1 million de tokens qu'avec 128 000. Bon, il reste quand même que donc, ce truc est quand même vraiment très impressionnant, Gemini 1.5 Pro, c'est vraiment nettement meilleur que le modèle de la semaine dernière. Et le plus beau, c'est que c'est le plus petit, parce que c'est Gemini 1.5 Pro. Donc il va à un moment, on aura un Gemini 1.5 Ultra. Et donc ça va encore probablement être encore bluffé, et puis voilà, ses descendants sont encore probablement bien meilleurs. Donc tout ça est quand même assez incroyable. Ouais. 128 000 tokens, c'est GPT-4 Turbo, c'est ça? C'est ça, ouais. Pour comparer. C'est complètement fou. On continue. Alors, peut-être qu'on va aller vers le moins impressionnant, peut-être. C'est tout à relativiser, évidemment. Du côté Stable Diffusion, Guillaume. Oui, on parle encore de génération d'images générative avec un nouveau modèle open source de ces Stability AI, qui est sans doute destiné à remplacer Stable Diffusion. Il s'appelle Stable Cascade, et j'ai le seum, évidemment, parce qu'on a préparé un deuxième épisode, une mise à jour, qui est un patch pour l'épisode pratique Stable Diffusion, voilà, avec des nouveautés. Il est obsolète avant de sortir. Il n'a pas encore sorti, exactement, il est obsolète avant de sortir, et ça commence vraiment à m'énerver. Ça m'énerve. Parce que vous l'aurez ce week-end, mais il est déjà dans la boîte, bien entendu, et le lendemain de l'enregistrement sort Stable Cascade. Donc bien entendu, je n'ai pas parlé, évidemment, ça j'en peux plus, c'est épuisant. Donc Stable Cascade est appelé comme ça parce que, en quelque sorte, il fait une génération en cascade. En fait, il fait une génération en deux fois. On commence par faire une génération comme une sorte de brouillon, qui est ensuite reprise par un autre modèle, plus gros, qui utilise cette génération sous forme de super prompt, de prompt super précis quelque part. Alors je sais, c'est un petit peu bizarre. Alors la méthode existait déjà en réalité. C'est une méthode qui s'appelait Wurtchen, qui apparemment veut dire saucisse. Bon. Je suis tout à fait disposé à le croire. Donc, Stable Cascade utilise la technique de la saucisse, mais avec des modèles plus gros en fait que dans l'article d'origine. Alors techniquement, comment on travaille la saucisse ? On travaille toujours dans un espace latent, un espace de représentation des images qui soit efficace, qui soit compressé. En réalité, c'est une sorte d'espace compressé pour réduire au maximum le temps de calcul. Donc on manipule les images plus petites parce que ça réduit le temps de calcul. Donc Stable Cascade, en fait, c'est 4 réseaux différents quand même. C'est le modèle de langage, déjà, lui, qui comprend le prompt, donc il digère le prompt, il le comprend, etc. Donc il est déjà beaucoup plus gros qu'avant, probablement pour mieux suivre les instructions. Après, il y a le modèle qui s'appelle le modèle C, qui est chargé de créer le brouillon, une sorte de brouillon super compressé de l'image, à partir de l'interprétation du modèle de langage. Et cette génération, elle est interprétée comme des instructions de haut niveau par le modèle B, qui lui va générer l'image finale à partir du bruit et de cette espèce de super prompt, comme ça. Donc le résultat est ensuite décodé en pixels, comme avant. Alors pourquoi on s'embête autant ? Pourquoi faire une pré-génération comme ça ? En fait, on le fait pour suivre le prompt beaucoup mieux, justement. En quelque sorte, c'est une sorte de super digestion. D'ailleurs, on prédigère le prompt d'une manière très très sophistiquée, et à l'arrivée, on a une image, mais ça donne mes résultats, dans le sens où on a une image qui suit beaucoup mieux les instructions. Et là, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors la bonne, c'est qu'effectivement, Stable Cascade est largement meilleur sur le rendu des mains et sur le rendu des écritures aussi. Vous pouvez demander des panneaux avec des trucs écrits dessus, et ça sera des trucs normaux, lisibles. Des logos aussi, vous pouvez tout faire, tout sera lisible, et ce sera quasi systématiquement lisible. Donc c'est un progrès très appréciable, c'est de très bonne qualité d'ailleurs aussi. Le prompt est aussi globalement mieux suivi, on se rapproche donc de l'excellence de DALL-E 3 sur ce point. Stable Cascade fait aussi du image-to-image, de l'in-painting, etc. La mauvaise nouvelle, c'est que tous ces modèles, ça nécessite beaucoup plus de mémoire vidéo qu'avant. Donc il faut une carte 16 Go de VRAM, que tout le monde n'a pas, loin de là. En plus, le double rendu rend tout ça assez long. Pour l'instant, il n'y a pas de LCM, il n'y a rien, donc bon, c'est assez long.
Donc la bonne nouvelle dans cette mauvaise nouvelle, c'est qu'il existe une version light de Stable Cascade, qui donc rentre sur des cartes plus petites, à 8 Go. D'ailleurs, ComfyUI est déjà compatible avec, faites-vous plaisir. Mais la mauvaise nouvelle, dans la bonne nouvelle de la mauvaise nouvelle d'avant, c'est que cette version light ne sert pas à grand-chose. Parce que d'après mes tests, certes préliminaires, tous les avantages de Stable Cascade, c'est-à-dire les belles mains, les beaux textes tout lisibles, tout ça, c'est pas très très bon dans la version light. En fait, la version light, elle est pas très très bonne. À tel point que l'avantage par rapport à SDXL, il saute pas aux yeux, quoi. Bon, tout ça est quand même très enthousiasmant, parce que la communauté va travailler dessus, il va y avoir probablement des versions beaucoup plus légères, distillées, etc., ou peut-être compressées, des modèles accélérés aussi, bon voilà. Stable Cascade, actuellement, c'est même pas une version définitive, c'est présenté comme étant une preview, et donc c'est quand même assez prometteur. On continue avec un Photoshop pour la musique. Est-ce que, Guillaume, on pourra demain appliquer des filtres au podcast comme on faisait pour Mais probable. Écoute, après avoir parlé abondamment d'images, parlons un petit peu d'audio avec une étude de Technion, l'Institut israélien de technologie, qui nous prouve une sorte de Photoshop pour la musique, mais en langage naturel. Alors, en gros, le modèle est capable de vous faire des reprises d'une musique donnée, selon ce que tu demandes. Donc, un air de jazz te plaît, mais t'es plus hard rock, vous aurez le même air, mais avec de la guitare électrique. Et ça peut aller plus loin, on peut faire l'inverse. Vous pouvez aimer l'ambiance de cette musique-là, mais vous aimez pas la mélodie. C'est pas grave, on va changer la mélodie. Voilà, vous voulez virer le chanteur, c'est pas un souci. Vous voulez mettre en valeur un chanteur ou des instruments qu'on n'entend pas assez, pas de problème. Alors moi je vous le dis, le mastering des chansons, ça va prendre une toute autre tournure à l'avenir avec ce genre de truc. Et en ce qui concerne l'audio, on a aussi du nouveau pour la parole, parce qu'il y a un nouveau modèle de chez Amazon qui se comporte particulièrement bien. En fait, lui aussi, il exhiberait des facultés émergentes, comme on dit. C'est-à-dire des trucs qu'on lui a pas appris explicitement à faire et qu'on s'attendait pas forcément à le voir savoir faire, mais bon, qu'il sait faire quand même. Et le nouveau venu, il a un nom il a un nom à rallonge qui s'appelle Big Adaptative Streamable TTS with Emergent Abilities, qu'on nomme familièrement BAZ, parce que c'est pour Big Adaptative machin, en fait, tout simplement. Et bon, BAZ, il a écouté 100 000 heures de paroles, donc 90% en anglais, et rien du tout en français. Donc bon, circuler, il n'y a rien à voir, pauvre de nous. Mais bon, à la fin, ce modèle sait très bien générer des voix à partir de textes, en anglais bien sûr, mais il le sait faire vraiment très bien, il sait aussi faire des trucs beaucoup plus subtils. Il sait retranscrire des émotions quand elles sont apparentes dans le texte. Tu vois, par exemple, s'il lit Oh là là, c'est trop bien, Quina Guillaume en voyant son nouvel ordinateur 48 heures. Il va comprendre que voilà, je suis joyeux, il va retranscrire dans le oh là là, tu vois, voilà, ce genre de truc. Il sait reconnaître et retranscrire les onomatopées, tu sais, les gaspes, les soupirs, les choses comme ça. Et il sait générer une voix qui chuchote dans le bon contexte. Il sait reconnaître les insertions de mots. Faire de l'ASMR, alors. Complètement. Il sait reconnaître les insertions de mots ou d'expressions étrangères et adapter son enfant. Tu sais, les Anglais qui disent le laisser-faire, par exemple, il adapte l'accent en temps réel. Il gère les ponctuations complexes quand tu as des hashtags ou des arrobas. Il sait rendre les interrogations sur des phrases longues où c'est pas évident quelle est la question, tu sais. Non, il peut gérer les noms composés. En gros, que des trucs qui sont d'ordinaire très durs, voire qui sont pas gérés du tout par les synthétiseurs classiques. Et tout ça, juste en envoyant plus de données sur un modèle plus gros. Parce que Baz, il est gros, il fait un petit milliard de paramètres, ce qui est beaucoup pour la synthèse vocale. Il est probablement le plus gros de sa catégorie. Et donc il semblerait que l'émergence des capacités des modèles soit finalement assez générale, et que ça arrive avec les grandes échelles. La combinaison de tout ça, ça fait qu'à partir d'aujourd'hui, il faut se dire qu'on a des synthétiseurs qui pourraient générer des livres audio entiers, d'une qualité 90% au moins à celle d'un acteur, j'ai l'impression, ça, c'est quand même fort. Et de fait, la synthèse vocale de très haute qualité se banalise à tel point que dès aujourd'hui, vous pouvez gagner de l'argent en louant votre voix sur Eleven Labs. Donc vous allez sur le site, vous enregistrez votre profil vocal et vous le mettez sur le son store et vous toucherez une petite somme chaque fois que votre voix sera utilisée. Bon, ça peut être vu de plusieurs manières. Certains y verront une manière de se faire un petit revenu passif et d'autres, beaucoup d'autres sans doute, comme les acteurs de doublage, verront un cauchemar devenu réalité, quoi. Prêt à mettre à disposition ta voix, Guillaume? Certainement pas. Elle restera exclusive à tes cafés. Ah, c'est beau, pareil. Guillaume, très bien, on continue avec quelque chose qui fait un peu plus froid dans le dos. Une démonstration des effets de bord insoupçonnés et négatifs autour de la collecte de données pour les assistants copinage, j'allais dire. Oui, c'est bien, ça te va comme désignation, les assistants copinage? Oui, planche un chat, de toute façon, comme pour absolument toutes les technologies, une part très significative de l'usage de l'IA, c'est des trucs porno, voilà, et puis voilà, des trucs coquinous au minimum.
Donc génération d'images sexy, roleplay sexy bien sûr, discussion sexy avec des chatbots qui sont non moins sexy, qui sont proposés d'ailleurs à la douzaine par tout un tas de services, Replica, Chai, Romantic AI, Eve AI, Crush on AI, etc., etc. Le souci, c'est que Mozilla s'intéressait à tous ces sites et à la manière dont ils sont gérés, et à la manière dont eux manipulaient les données des utilisateurs. Et c'est important étant donné la teneur potentiellement très très intime quand même des chats avec des bots qui insistent pour être vos petits amis, vos petites amies. Et en gros, le résultat, c'est que c'est catastrophique. C'est 90% des applications revendent des données, revendent les données qu'elles récoltent. La moitié ne vous laisse pas effacer ces informations. Seul Genesia est à la hauteur des standards de Mozilla. Le nombre de traceurs qu'ont ces apps est hallucinant. Il y en a 2663 de moyenne. On appréciera. Ces applications se vendent d'être bonnes pour votre santé mentale. Et rien n'est moins sûr. Par contre, c'est certain qu'elles sont pas bonnes pour votre vie privée. Donc si vraiment vous voulez vous amuser comme ça, préférez les chatbots en local. Il y a un épisode entier de Tech Café où on vous explique comment faire. Un petit peu d'autopromo, ça fait jamais de mal. Par ailleurs, il n'y a pas que les chatbots coquins qui peuvent en savoir long sur vous, puisque ChatGPT lui-même se dote d'une mémoire à long terme. Heureusement, cette fois, c'est transparent. Vous pouvez même gérer ses souvenirs, vous pouvez éliminer, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez qu'il retienne ou pas. C'est plus pro. Mais quand même, il faut garder à l'esprit que tous les services en ligne récoltent des données, et quand on discute avec un bot, on peut pas mal se livrer, et on ne sait pas toujours à qui forcément. Ouais, ChatGPT, c'est intéressant parce que tu pourras effectivement désigner des éléments caractéristiques récurrents que tu veux appliquer. Tu peux évidemment le désactiver, c'est une option, mais tu vas pouvoir, au-delà d'avoir des infos sur toi, c'est, j'allais dire, des personnalisations de tes prompts pour toutes tes requêtes. C'est plutôt cool, je trouve. Et puis, on ne peut pas ne pas parler de Nvidia, comme je le disais, qui a sa valorisation boursière qui a dépassé celle d'Amazon et Google. C'est un signe des temps et qui a fait, pour lesquels il y a des petites infos, Guillaume. Écoute, oui, exactement. C'est fou, Nvidia est devenue la 4e plus grosse boîte du monde. Incroyable. Devançant Alphabet avec plus de 1800 milliards de dollars de capitalisation boursière. Alors en première place, il y a qui d'ailleurs ? Il y a les Saoudiens d'Aramco avec 7731 milliards de dollars de capitalisation. Après, il y a Microsoft avec 3000 milliards. Après, il y a Apple avec 2840 milliards et donc Nvidia avec 1800 milliards. Meta et Amazon sont complètement surclassées, puisqu'elles sont seulement à 1200 et 1700 milliards respectivement. Des misères. C'est bien simple, Nvidia vend tellement de puces qu'il en a même plus pour lui-même. C'est l'automne dernier, Nvidia voulait se fabriquer un super ordinateur qu'il voulait appeler EOS avec 10 000 puces H100. Ouais, un monstre. Aujourd'hui, EOS est fonctionnel, ça y est, il est arrivé, mais il a 4600 puces H100. Et où les 6000 autres, ils les ont vendus. Évidemment, vu qu'elles partent à prix d'or et que tout le monde se les arrache, ce serait quand même dommage. Donc on l'a vu tout au long de cette rubrique. L'IA est un essor maximal, hype maximal, 110%. Mais tout ça demande des capacités de calcul absolument démentielles. Les puces accélératrices deviennent un enjeu stratégique. Et plus généralement, d'ailleurs, les puces tout court deviennent un enjeu stratégique avec des milliers de milliards en jeu. Alors d'ailleurs, au passage, on évoquait l'article du New York Times récemment sur Altman qui était supposément en train d'essayer de lever 7000 milliards de dollars auprès des Émirats, etc. Bon, ce serait une méprise. Altman est certainement en train de lever des fonds, parce que c'est sa passion de toute façon, et puis Sora devrait l'y aider d'ailleurs à lever des fonds. Je pense qu'avec une démo comme ça, je pense qu'il y aura des investisseurs. Par contre, les 7000 milliards ne sont pas ce qu'il demande lui tout seul. Si on lui donne, je pense qu'il les prend, mais non, ce serait selon lui le total des investissements mondiaux nécessaires au développement de l'intelligence artificielle générale dans les prochaines années. Ce qui est plus réaliste du coup, parce que ça voudrait dire sinon qu'il voudrait investir le montant de capitalisation boursière des plus grosses boîtes, 4 plus grosses boîtes dans le monde. Ça reste vertigineux, mais bon, c'est un peu moins débilos, c'est un peu moins fou que ce qu'on disait la dernière fois. Et c'est The Information qui rectifie ce malentendu qui avait été véhiculé par le journal. Je te remercie parce que j'étais passé à côté et je dois dire que je pensais que ça méritait bien une explication. Alors, il n'en reste pas moins que les semi-conducteurs sont devenus un enjeu de premier plan et que ça coûte des fortunes. Et pour donner une idée de à quel point c'est cher et compliqué, on va prendre l'exemple de la dernière machine d'ASML. Parce que toutes vos puces favorites, de celle de ta montre jusqu'à celle de ta Switch, sont créées par des énormes machines qui font de la photolithographie. On utilise de la lumière en photolithographie, on utilise la lumière pour graver les circuits. Des machines qui sont ultra précises et qui envoient des UV surpuissantes dans des salles blanches stériles, donc pour écrire ça sur des espèces de grosses galettes. On appelle des wafers, des grosses galettes de silicium. Alors le hollandais ASML fabrique les meilleures machines au monde dans la matière. Alors devinez combien coûte une seule de ces machines. C'est juste celle qui fait l'impression en réalité. Juste une seule de ces machines, qui grille donc une grosse galette aux UV,
Alors sur une grosse galette, il y a quelques dizaines de puces en général, hein, donc il en faut quand même pas mal pour créer des milliers, des millions de puces. Voilà, il faut quand même en passer des wafers. Donc chaque machine coûte 380 millions de dollars. Donc c'est le dernier modèle TwinScan Exe 5000. Et cette belle machine pèse 165 tonnes. Et elle est livrée dans 250 caisses. Et il faut 6 mois à 250 ingénieurs pour la monter. Et donc en théorie, c'est une machine qui grave 185 wafers à l'heure. Mais par contre, il faut l'usine autour. Et à chaque changement de machine comme ça, il faut reconfigurer la moitié de l'usine. À tel point que même TSMC s'est pas jeté dessus tout de suite. Est-ce que c'est parce que TSMC devient prudent, qu'il anticipe des pertes de chiffre d'affaires suite à l'embargo avec la Chine, voilà, bon, plus la situation géostratégique, voilà, Taïwan, tout ça, bon. Je sais pas, mais enfin, en tout cas, il n'y a que Intel qui a sauté le pas pour l'instant. Hein. Donc lui, il envisage de démarrer en 2025. Samsung est un peu frileux aussi, mais vous imaginez les coûts de ce genre de changement, les coûts pour mettre en place ce genre de truc, ce genre d'usine. C'est avec où chaque machine coûte 380 millions et on compte absolument pas le coût de montage, le coût de mise au point, etc., le coût de maintenance. Enfin, c'est absolument vertigineux. Bon, voilà. Donc, alors, quand est-ce qu'on verra des puces gravées par ces Exe 5000 ? Bon, à la Fnac, vous en verrez probablement en 2027, mais pas avant, de toute façon. Ça viendra, patience, patience. On met de côté l'intelligence artificielle. Après plus d'une heure d'épisode, c'était juste notre première rubrique, mais on a encore des petites choses qu'on voudrait vous partager avant de vous laisser vaquer à vos occupations et puis attendre impatiemment l'épisode supplément obsolète, mais quand même intéressant pour générer du contenu par intelligence artificielle sur votre ordinateur actualisé. On commence alors avec pas mal d'éléments d'actualisation globale autour de la tech et à commencer avec cette histoire autour des PWA en Europe, puisque c'était sorti des bêtas. Donc vous savez, hein, les PWA, c'est ces espèces de sites web qui sont des applications que vous pouvez mettre à disposition sur votre smartphone et qui offrent des fonctionnalités avancées par rapport à simplement des vues de navigateur. Oui, Apple a confirmé que ça avait pu être dispo en Europe, Guillaume. Oui, on se posait la question la semaine dernière, Apple a vite répondu. Hein. Casser les PWA. La question est vite répondue par Apple. Ouais, casser les PWA en Europe, c'est totalement intentionnel. Voilà, pourquoi ? Parce que c'est trop compliqué, flemme. C'est vraiment quasi textuellement ce qu'ils ont dit en réalité, hein, parce qu'ils ont invoqué des problèmes techniques. En gros, les problèmes techniques dont on parlait la dernière fois, hein, qui sont posés par le fait que tout tournait avec des instances de WebKit avant, qu'il faudrait retoucher un petit peu toute l'API, le fonctionnement du système pour permettre d'avoir la même chose avec d'autres moteurs de rendu de page web, pour d'autres navigateurs. Sauf que c'est trop compliqué. Il y a, je cite, un petit nombre d'utilisateurs qui sera affecté seulement à leur flemme. C'est magnifique, puisque ça fait d'iOS en Europe une plateforme qui est finalement encore moins compétitive qu'ailleurs au final. Puisque si on cumule les taxes, les péages, tout ça, les contraintes et les obstacles techniques, faire concurrence à l'App Store, c'est quand même vraiment bien difficile en Europe. Il n'y a même plus la concurrence même plus la solution des web apps, en plus. Alors Apple, évidemment, rejette toute la faute sur l'Europe et sa réglementation, tu vois, et bien il y en a plein qui feront pareil, bien entendu. Oui, inflation réglementaire, gna gna gna. Mais non, pas du tout. Je veux dire, bien sûr que non. Apple, il n'est pas obligé, personne ne l'a obligé à taxer les applications hors App Store, comme il le fait. Sur Android, il y en a des PWA, partout, depuis longtemps, depuis tout le monde, depuis belle lurette. C'est vrai. Si Apple dit que c'est trop difficile à faire alors que son concurrent direct les supporte, il a juste l'air con. D'ailleurs que c'est juste la deuxième boîte la plus riche du monde. C'est la deuxième boîte la plus riche du monde pour qui c'est trop compliqué de faire ça. C'est quand même absurde. Apple est tellement terrorisé par des applications qu'il ne peut ni taxer ni contrôler qu'il préfère juste les éliminer. C'est ça, hein. Et Tim Sweeney, évidemment, est monté au créneau, hein, mais c'est loin d'être le seul. Hein. L'organisation Open Web Advocacy pointe elle aussi la mauvaise foi crasse d'Apple qui était, comme tout le monde, par ailleurs, au courant du changement à venir 2 ans à l'avance et qui n'a pas levé le petit doigt. Donc non, décidément, il va vraiment falloir que l'Europe tape du poing sur la table parce que là, si vous en doutiez encore, c'est quand même évident qu'Apple nous prend pour des jambons. J'essaie de nuancer, Guillaume, ou pas? J'ai envie quand même un tout petit peu. Non, je me dis que si jamais ils doivent mettre à disposition des navigateurs différents avec des moteurs différents, peut-être aussi qu'ils ne peuvent pas garantir que n'importe quel navigateur qui sera installé sera compatible avec les PWA. Tu vois, peut-être que n'importe quel moteur de navigateur ne permet pas de faire tourner les PWA. J'ai pas de doute pour Chrome, j'ai pas de doute pour un Safari, du coup, forcément. Pour d'autres, c'est peut-être pas évident. Je me dis aussi que il y a peut-être cette interface-là où, et puis peut-être que c'est temporaire, non? Oui, c'est temporaire. Non, j'essaye, Guillaume. Oui, c'est temporaire, c'est sûrement temporaire. En tout cas, je suis malheureux parce que moi, j'aime beaucoup avoir Pronote pour mon fils au collège sur smartphone en PWA. Ça fait très bien le job et l'application native est un peu pourrave. Donc, bon, bref.
On continue à parler aussi un petit peu, Guillaume, de l'Apple Vision Pro parce qu'il y a un moment qui est intéressant qui s'est passé. C'est la période de 14 jours que Apple considère être celle avec laquelle vous pouvez renvoyer un produit que vous avez acheté chez eux sans motif, sans justification. Et on a vu quand même pas mal de gens qui ont dit ok, très bien, moi je veux bien récupérer mes sous et je renvoie mon Apple Vision Pro. Peut-être plus encore que pour d'autres produits, si je dis pas de bêtises, Guillaume. Plus que pour des premiers produits Apple, en tout cas. Il semblerait, alors c'est vrai que sur les réseaux sociaux, la tendance de la semaine, c'était de ramener son Vision Pro à l'Apple Store. Alors c'était peut-être pas la top tendance, hein, mais bon, il y a quand même beaucoup Non. de posts. Ouais. Toi, il y a quand même pas mal d'exemples, un petit peu partout, de gens qui témoignaient en disant qu'ils n'allaient pas le garder. Voilà, parce que la période de retour de 2 semaines s'achève, effectivement, voilà, on récupère ces 4000 balles. Et les raisons fréquemment évoquées sont sans surprise, finalement. Le casque est pas assez confortable sur la durée, trop lourd, on voit flou avec, on avait parlé la dernière fois, on avait expliqué pourquoi. En tout cas chez certaines personnes, le casque est trop isolant, trop excluant, hein. Dès qu'on n'habite pas seul, tu le portes, tu te coupes du reste de ta famille. Et puis aussi, il ne sert pas à grand-chose, finalement. Et c'est peut-être là le piège dans lequel Apple s'est mis lui-même, hein. Parce qu'à force de ne pas promouvoir, ni de ne pas livrer, d'ailleurs, des véritables applications VR, hein, de véritables trucs en 3D, de véritables trucs en volume, et de fournir finalement, de promouvoir que des usages qui sont ultra consensuels, finalement, ils le vendent que comme un moyen d'avoir la même chose qu'en réel, mais en plus. Plus d'écran, plus gros. Mais bon, je sais pas à quel moment Apple a pu conclure que ce qui manquait à notre vie moderne, c'était de ne pas avoir plus d'écran. On en a des écrans, ça suffit, quoi, tu vois. Et bon, 4000 balles pour avoir des écrans d'iPad sur les murs, ça fait cher. Et encore, même si vous pouvez avoir un superbe écran énorme pour votre Mac, ça sert à quoi d'avoir un énorme écran pour son Mac? Est-ce que ça vous rend plus productif? Selon pas mal de gens, finalement, il y a des youtubeurs qui disaient même, voilà, moi j'ai mon Apple Pro, j'ai mon Vision Pro machin à côté, j'ai pas l'impulsion de le prendre et je travaille sur mon ordinateur comme avant et voilà quoi. Et du coup, oui, alors par contre les vidéos c'est super, les vidéos 3D c'est génial, tout ça, mais enfin, ça fait cher la télé qu'on peut regarder que tout seul quoi. Et voilà, alors bien sûr, il faut bien garder à l'esprit que c'est encore un truc de réseaux sociaux pas forcément représentatif de la vraie vie, comme très souvent, voire toujours d'ailleurs. D'ailleurs, il faudra peut-être avoir un sigle pour ça, tu sais, truc de réseaux sociaux pas forcément représentatif de la vraie vie, parce que souvent c'est comme ça, un acronyme. Hein. Ça ferait un acronyme, ça serait TRSPEFRVV. Bon, c'est pas idéal. Hein, c'est pas génial. Bon, c'est pas génial. Enfin voilà, donc il faut... Est-ce que de tout, donc, il faut quand même garder ça à l'esprit, parce que ça ne veut pas forcément dire que le Vision Pro est un flop, hein, pas nécessairement. Et puis beaucoup disent d'ailleurs qu'ils sont curieux de voir une version 2 de ce produit. Pour le moment, le rapport expérience fois utilité sur prix, il n'est pas génial. En tout cas, il n'est pas assez génial. Ça changera peut-être, mais enfin, il reste quand même le cercle vicieux classique. Pas d'appli. Si t'as pas d'appli, t'as pas de public. Si t'as pas de public, t'as pas de dev. Et si t'as pas de dev, t'as pas d'appli. Bon, tout ça étonne pas du tout Mark Zuckerberg, hein, qui a testé le Vision Pro et qui va sans doute le ramener aussi, parce que le Quest 3, il est meilleur. Il va le ramener. Oui. Le Quest 3, il est meilleur, c'est tout. Et c'est juste un meilleur produit. Voilà, c'est tout, dit le mec qui finance le Quest 3. C'est assez cocasse. Et c'est vrai, je reconnais. Et puis bon, Marc ne dit pas que des conneries. Alors, il en dit, attention, parce que oser comparer la qualité vidéo des deux et dire qu'elle est équivalente, il faut quand même avoir un certain culot. Quand on suivi des yeux et des mains, voilà, c'est vite évacué, hein, quand même. Hein, mais bon, cela dit, effectivement, le Quest est plus léger. Il a un champ de vision plus large, et puis surtout, il a des applications. Il n'a pas juste des applications de 2D à épingler sur les murs. Il a des vraies expériences VR. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais on a vraiment des expériences purement VR. Et puis Marc souligne l'ouverture du Quest 3, et il a pas totalement tort. Alors, à la base, certes, le Quest a son magasin spécifique, mais enfin, tu peux sideloader assez facilement des applis comme sur n'importe quel truc Android en réalité, et c'est déjà mieux que le Vision Pro, hein, de ce point de vue. Donc quoi qu'il en soit, on est évidemment curieux quand même de voir comment les deux constructeurs vont envisager leur Quest 4 et leur Vision 2, évidemment, et de voir aussi si leur cible marketing va converger ou pas, quoi. Il me semble qu'il a identifié d'ailleurs le fait que l'eye tracking c'était quand même pas mal et qu'en gros ça allait revenir et pas que sur le Quest hors de prix là au passage. Très bien, un petit mot aussi sur un arbitrage qui quelque part nous permet de pousser à un premier ouf de soulagement, en tout cas le ouf de soulagement. C'est un arbitrage de la Cour européenne des droits de l'homme au sujet des portes dérobées sur les outils numériques, Guillaume. Oui, puisqu'elle vient de conclure que affaiblir le chiffrement de bout en bout fragiliserait de manière disproportionnée les droits de l'homme. Je leur rappelle que les polices de tous les pays sont pas très contentes de se heurter au mur des messageries chiffrées, parce que comme elles sont chiffrées de bout en bout, personne, pas même les prestataires eux-mêmes, ne peuvent accéder aux données en clair.
Alors évidemment, dans le cadre d'une enquête CG1, on entend régulièrement parler de backdoor, de master key, pour casser le chiffrement en cas de force majeure. Et puis on entend aussi souvent que bon, on n'a rien à se reprocher, alors on n'a rien à cacher, évidemment. Et toutes ces discussions qu'on a depuis des années, évidemment, là-dessus, sont relativisées aujourd'hui, parce que, évidemment, la Russie, elle est devenue, de fait, notre ennemi, quand même. Et donc, si vous cherchez à cacher... alors, vous avez peut-être rien à cacher à votre gouvernement, là, tout de suite, en France, voilà, ou à la police, c'est tant mieux. Mais si vous étiez russe, si vous étiez le même, mais russe, et pas super emballé par la politique de Poutine, vous seriez sûr de rien, vous seriez... est-ce que vous seriez sûr vraiment d'avoir rien à cacher au FSB? Parce que c'est facile de se projeter, tu vois, en temps de paix chez les gentils, quand tout va bien. Mais c'est pas tout le temps ni partout pareil. D'ailleurs, c'est le FSB qui a intimé à Telegram de lui livrer les informations sur des terroristes. Alors c'était en 2017. Bon, ça a un sens différent d'aujourd'hui, on va dire, où il suffit de regarder une vidéo de Navalny pour être suspect, mais bon, encore que c'était pas si différent que ça à l'époque déjà, mais bon. Telegram a refusé en disant que c'était pas possible, il a reçu des amendes, il était plus ou moins bloqué en Russie. Une décision qui a été constatée de multiples fois en justice, qui se terminait à la Cour européenne des droits de l'homme avec des associations, etc. Cour européenne qui a finalement donné raison à Telegram et à ses défenseurs. Parce qu'on ne peut pas affaiblir le chiffrement pour seulement un utilisateur ou une catégorie d'utilisateurs, ou même ponctuellement. Si on l'affaiblit pour tout le monde, ou pas du tout. Donc affaiblir le chiffrement pour tout le monde, tout le temps, c'est totalement disproportionné vis-à-vis des besoins ponctuels des enquêtes. Donc la sécurité et la vie privée de tout le monde est en jeu, et ça c'est trop important. Donc ce jugement pourrait avoir des répercussions plus larges, et ça pourrait dissuader les États qui essayent à toute force d'interdire les chiffrements durs, et il y en a plein en ce moment même, et qui essayent de mettre des backdoors sur des messageries sécurisées. Alors les mentalités changent aussi progressivement, puisque Europol lui-même, ainsi que l'Agence européenne pour la cybersécurité, recommande de ne plus chercher à affaiblir le chiffrement, mais plutôt de se concentrer sur d'autres formes d'enquête plus traditionnelles, comme l'infiltration, l'exploitation des failles, etc., qui peuvent aussi être très efficaces tout en préservant la vie privée des citoyens, tout simplement. Tant mieux. Un bon point quelque part. Un mauvais point par contre, c'est la modération qui semble toujours un petit peu discutable sur X. Comment dire homéopathique peut-être. C'est le petit moment X, tu sais. Un petit moment X-rated. On peut toucher deux mots encore de quelques scandales qui pourraient finir par coûter cher à Elon Musk. Et sa boîte évidemment, si l'Europe finit par juger que décidément la modération c'est vraiment trop n'importe quoi. Alors, il y a une organisation qui s'appelle la Tech Transparency Project, le Tech Transparency Project, alors c'est TTP, qui a repéré des perles quand même sur X. Donc des comptes X certifiés avec le badge bleu, comme il voit, qui va bien, qui appartiennent à des entités sanctionnées par le gouvernement américain. C'est quand même des noms assez connus. Il y a le leader du Hezbollah, il y a le fils de Kadhafi, il y a les Houthis, et il y a Press TV, qui est la télé nationale iranienne, qui avait même lui un badge or, carrément. C'est un badge qui coûte 1000 balles par mois, je crois, un truc comme ça. Et bon, en tout, ou par an, je sais plus. C'est le badge pour les entreprises, je crois. C'est le badge entreprise, en tout cas. C'est le badge pro, exactement. C'est les pros. Et bon, en tout, 28 comptes de ce type ont été repérés par TTP, et le plus cocasse, c'est que le chef du Hezbollah avait 93 000 followers et une identité vérifiée. Et j'imagine tellement le chef du Hezbollah envoyer son permis de conduire à X, et les mecs, chez X là-bas, regardent le permis, moi ça passe, c'est bon. Ok. Le plus beau, c'est que c'est contraire aux règles de X, évidemment. Officiellement, officiellement, c'est assez logique. Si t'es sous le coup de sanctions américaines et que t'es interdit de faire du business avec les États-Unis, t'as pas le droit d'avoir une certification X. Mais bon, que s'est-il donc passé? La même chose que d'habitude, en fait, parce que c'est pas comme si c'était dire que Twitter a été épinglé pour laisser s'ébattre des terroristes sur son réseau. Souvenez-vous que Daesh a eu des comptes sur Twitter à l'époque, et il y en a même qui ont duré un bon moment, à tel point que des familles de victimes sont allées jusqu'à la Cour suprême contre Twitter, qui n'avait pas viré les vidéos, des vidéos atroces en temps et en heure. Mais bon, apparemment, là, X s'en cogne. Et puis c'est factuel qu'il s'en cogne, puisqu'il a quitté le semblant de coalition qu'il y avait entre réseaux sociaux en 2023. Parce qu'il faut savoir qu'après le souci de 2016, le souci, je parle évidemment des ingérences étrangères lors de la campagne électorale de 2016, Google, Meta et Twitter avaient formé une alliance pour combattre la propagande. Donc en fait, les campagnes d'influence sous couverture, donc russes, chinoises, coréennes, iraniennes, etc. Et donc X en faisait partie, Twitter en faisait partie, mais X est parti en 2023, ils s'en foutent, et depuis la propagande chinoise fleurit à nouveau sur X. S'y épanouit, avant d'ailleurs de déborder aussi sur les autres réseaux sociaux qui sont pas très contents. En 2023, Meta a repéré 150 comptes artificiels chinois, donc c'est vraiment les Chinois qui se font passer pour des Américains, pour y faire des campagnes d'influence avec des sujets à la mode, etc. Et donc, ils les ont virés,
Et puis, il y a 136 qui étaient encore présents sur X. Meta en a signalé 123 et X en a viré 8. Bon. En novembre dernier, l'Observatoire d'Internet de Stanford avait aussi repéré 86 faux comptes chinois. La tendance est plutôt à la multiplication qu'autre chose. Et évidemment, les élections approchent, donc forcément. Un petit mot pendant qu'on parle de X sur une tendance qui serait celle de l'évolution des bots. Alors vous savez, hein, quand Elon Musk a racheté, était en discussion pour racheter Twitter, il évoquait qu'il y avait une sous-évaluation du volume de bots sur Twitter. Et donc, bon, il a essayé de faire baisser le prix comme ça, voire de se désengager du rachat. Bref, qu'en est-il depuis? Évidemment, on n'en sait rien, on n'a pas assez de données. Il y a quand même juste un petit papier qui a été écrit par Olivier Simard Casanova qui regarde ces sujets et qui est évidemment très très remonté lui contre X, qui revenait sur une étude qui a été faite par, alors je pense que ça se prononce Check, peut-être, CHEQ. C'est une entreprise qui bosse dans la détection de trafic qualifié d'inauthentique et qui lutte contre la fraude publicitaire en ligne. Et ils sont appuyés un petit peu sur des données issues du Super Bowl qui a eu lieu il y a quelques jours. On en parlait dans Tech Café il n'y a pas très très longtemps. Et ils ont identifié que, alors tenez-vous bien, c'est le trafic Internet qui provient de la plateforme X à destination des sites Internet qui étaient dans le pool des sites Internet étudiés par Check, qui était constitué de bots à hauteur de 75%. Trois visites venant de ce trafic sur 4 étaient a priori des bots. Évidemment, ce trafic, il le mesure pour tous les réseaux sociaux et il dépasse en gros pas les 3%. Et il a évidemment énormément augmenté par rapport au trafic qui avait eu lieu les années précédentes. Alors, bon, ça donne pas plus d'infos factuelles et il y aurait plein de pincettes à mettre sur ces données, mais je trouvais ça quand même assez dingue de considérer qu'il y avait 3/4 du trafic qui sort de X qui serait des bots. Est-ce que tu y crois une seconde, Guillaume, à cette proportion? Honnêtement, j'ai pas d'idée préconçue. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Mais Ça me paraît c'est vrai que ça dingue. paraît quand même énorme, hein. C'est fou. Si c'est avéré, on va voir C'est fou. X mourir dans quelques mois. C'est d'ailleurs fou qu'ils tiennent aussi longtemps, quoi. Bref. Des infos aussi chez WhatsApp sur la modération? Écoute, c'était pas vraiment ma news, mais effectivement, WhatsApp Pardon. WhatsApp apparemment s'est dit que la proximité des élections aux États-Unis en Inde c'était vraiment le bon moment pour réduire un petit peu les coûts. Et du Ouais. coup, arrêter de fact-checker, parce qu'il faut en tout cas fact-checker moins, parce que ça coûte cher, ces conneries. Donc bon, écoute, voilà, c'est une décision curieuse de la part de Meta, mais bon. Il n'y a pas très longtemps, on disait, hein, c'était les rapports qui montraient qu'un des plus gros dangers qui pouvait arriver à court et moyen terme, c'était les enjeux de modération avec de désinformation, notamment avec les élections présidentielles. Je ne sais pas si le mouvement de Meta et de WhatsApp à ce sujet est bienvenu. Merci Guillaume, c'est vrai que j'avais rajouté le lien et j'aime bien quand je rajoute des liens comme ça et que tu les présentes. C'est parfait. On termine avec des petits mots sur les jeux vidéo. Bah oui, parce que forcément, on en parlait aussi la semaine dernière, hein, on teasait le fait qu'il y aurait une bascule profonde dans la manière de distribuer les jeux vidéo selon Microsoft. Peut-être, hein, on laissait entreapercevoir le fait que les exclusivités Xbox allaient être ouvertes partout. Qu'en est-il, Guillaume? Écoute, on en sait enfin plus sur la stratégie Xbox, enfin on en sait un Tout petit peu change. plus sur Tout la change. stratégie Xbox, enfin en tout cas on en sait au moins autant que les gens de Xbox eux-mêmes, on a l'impression. Parce que bon, les rumeurs étaient fausses, mais bon, pas complètement. Donc il y a quand même 4 jeux qui Ouais. vont perdre leur exclusivité. Alors on ne sait pas lesquels pour l'instant, en tout cas au moment où je parle. Mais 2 sont des petits jeux qui n'étaient pas spécialement destinés à rester exclusifs, et 2 autres sont c'est des jeux community-driven, comme il dit. Alors, bon, donc ils ont une forte communauté. Et c'est de nouvelles franchises apparemment. Donc alors c'est pas Starfield et c'est pas Indiana Jones. Donc ces gros titres-là vont être exclusifs. Cela dit, Phil n'exclut finalement rien pour l'avenir. Phil reste flou. Il est flou. Il est tout flou, Phil. On ne dit pas qu'il y aura d'autres jeux qui deviendront multiplateformes, mais on ferme aucune porte non plus dans un avenir un peu plus lointain. Et même d'ici 10 ans, les exclus pourraient devenir rares, parce qu'il y a quand même les pressions économiques qui jouent. C'est d'ailleurs ce qui lie les licenciements récents à ces volontés d'étendre le nombre de joueurs, c'est les pressions économiques. En 2023, le marché n'a pas grossi, le marché du jeu vidéo n'a pas connu de vraie croissance, et cette absence donc, de croissance a poussé à réduire les coûts et à rechercher des nouveaux débouchés. Donc il semble que les exclus vont aussi dépendre du coup des performances financières de Xbox. Or, c'est pas complètement clair. Parce que le Xbox Game Pass est passé à 34 millions d'abonnés.
Et encore, ça inclut les utilisateurs du Game Pass Core, qui est moins cher et qui comprend le multijoueur et 25 jeux, mais qui ne comprend pas tout le catalogue Game Pass. Donc et sinon, il faut le Game Pass Ultimate qui a 15 balles. Alors c'est pas mal, 34 millions, mais on est loin des 100 millions quand même, hein, et c'est l'objectif de dans 6 ans, 100 millions de joueurs. Donc il va falloir charbonner, Activision va aider, hein, c'est clair, on va voir à quel point. On va pouvoir le mesurer d'ailleurs prochainement avec Diablo un petit peu, hein, qui devrait arriver en mars, donc dans le Game Pass. C'est aussi ce qui va préciser les orientations à plus long terme quand même, hein, puisque d'autant que chez PlayStation, Hiroki Totoki laisse entrevoir plus d'ouverture à des portages PC, de certaines licences, voilà, pour aller chercher des ventes, hein, tout simplement. Donc en gros, on teste un petit peu, puis on s'adapte et on voit, quoi. Voilà, c'est ça la stratégie de Xbox, hein, finalement. Et c'est difficile de faire des projections à long terme. De toute façon, de base, c'est difficile de faire des projections à long terme, évidemment. Mais là, en plus, tout bouge vraiment beaucoup en ce moment. Bon, clairement, là, la tendance, c'est que les prix démesurés des gros jeux poussent à ratisser le plus large possible, hein, pour les rentabiliser. On en est arrivé à un niveau où ça devient quasi absurde, d'ailleurs, hein, parce que, par exemple, ça devient même difficile désormais de faire juste un jeu solo. T'as envie de faire un jeu solo, un jeu AAA solo, ben c'est vraiment casse-gueule. Hors jeu service et microtransactions, on a l'impression qu'il n'y a plus de salut. Et on a eu récemment le cas d'Immortal of Aveum, qui est un jeu solo, next-gen, hein, un jeu sur PS5 et Series, un jeu solo que malheureusement pas grand monde n'a acheté. Et c'est un bon exemple, il a coûté 125 millions de dollars, et bon, ben, il n'a pas été prévu pour avoir un flux de revenus continu, il s'est pas bien vendu, son échec va faire très très mal. C'est très malheureux, hein. Et alors, l'inflation des prix des AAA, c'est pas très sain pour l'industrie en réalité, si ça continue comme ça, hein. Et si ça continue encore d'augmenter, si ça continue sur cette tendance-là, les exclus seront plus rentables. Et dans 10 ans, il n'y en aura plus, tout simplement, ou pratiquement plus. Cela dit, est-ce que dans 10 ans, le prix d'un équivalent AAA sera toujours le même ? C'est pas très clair, parce que on est encore en train de parler à longueur d'épisode de nouveaux outils de création de contenu, hein, ni plus ni moins. Et donc, dans 10 ans, c'est quand même compliqué, quoi, de faire les prévisions sur, tu vois, sur la création de contenu. Admettons qu'on puisse générer 90% des assets dans 10 ans. Si on peut les générer par IA dans 90% des cas, du coup, qu'est-ce que ce sera le prix d'un AAA ? Qu'est-ce que ce sera le prix d'un équivalent AAA d'aujourd'hui ? Tu vois, tout change tellement vite que finalement, tout est possible, quoi. Mais bon, si Microsoft finit par faire une Sega, c'est pas pour cette génération, puisque Sarah Bond promet des informations sur du matos cette année. Il travaille déjà sur une nouvelle Xbox. À quel niveau de finition, on ne sait pas. Bond promet qu'évidemment, ce sera le plus gros gap technique jamais vu, ça va vous déchirer. Bon, évidemment, il faut prendre ça avec des pincettes, hein, ça reste de la com. Mais bon, il y aura une nouvelle Xbox. Après, quelle information on aura donc pas pendant l'année, là ? Ils l'ont pas dit. Est-ce qu'on aura une Xbox portable ? Écoute, peut-être, on va savoir. Après le succès de la Steam Deck, ça pourrait arriver, ça serait possible. C'est bien que tu sais, je trouve que c'est vraiment la plus belle des questions, c'est qu'à la limite, un renouvellement de génération de matériel, la question peut se poser très légitimement, même si on voit bien que les choix des jeux ne justifient pas le choix d'une console, enfin en tout cas ne justifieront peut-être de moins en moins le choix d'une console, mais effectivement il y a ce vrai sujet qui est un nouveau marché qui a été adressé par le Steam Deck et dans lequel se sont engouffrés d'autres constructeurs. Est-ce que Microsoft va vouloir sa part du gâteau ? Est-ce qu'il va y avoir une Xbox façon Steam Deck à l'avenir ? Finalement, ce serait hyper logique, je trouve. Et puis la PS5, Guillaume, est-ce que, alors ça y est, c'est quoi ? C'est le début de la fin de la PS5 ? Est-ce que je dois commencer à pleurer ? C'est ça ? Non. Oui, c'est vrai qu'on évoque déjà l'ombre de la prochaine Xbox, alors que justement, Sony commence aussi à préparer les esprits pour la suite finalement. Alors même jusqu'à dire que la PS5 est rentrée dans l'automne de son existence, au crépuscule d'une vie qui n'a pas été si bien remplie que ça en fait, hein. Si on réfléchit bien, Sony s'attend à ce que les ventes ralentissent en réalité. Et c'est Naomi Matsuoka, donc, qui est vice-présidente senior de chez Sony, qui a osé les mots. La PlayStation 5 est entrée dans la dernière période de son existence. Voilà, ça sonne comme un glas, hein, comme un couperet. Les objectifs de vente sont passés de 25 à 21 millions de machines pour l'an prochain. Et techniquement, oui, ça pourrait être vrai. Je veux dire, la console est sortie en 2020, donc encore 2 ans, et après 6 ans de bons loyaux service, on pourrait commencer à parler sérieusement de la PS6, ça reste tout à fait crédible. Bon, évidemment, pour moi, comme pour beaucoup d'autres, hein, elle est sortie l'an dernier, la console, en fait, hein, parce que qui en a acheté une en 2020 ou en 2021 ? Je sais pas. C'est vrai. Donc, c'est vrai que venir nous dire que la machine est en pré-retraite alors qu'elle vient à peine de décoller, c'est bizarre, c'est super frustrant si vous venez d'en acheter une d'ailleurs, mais bon. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que ça a beaucoup gueulé, que ça a beaucoup été relayé médiatiquement, parce que c'est quand même... Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi ? Je viens d'acheter une machine, à peine elle a des jeux, et déjà elle est morte. Bon. Cela dit, ça veut pas dire que le décès est déclaré là tout de suite, hein. La phase finale de l'existence de la PlayStation 5, ça va durer des années.
et autant qu'elle se vendra encore suffisamment en réalité. Et bon, il y a une légère baisse des ventes au milieu de vie d'une console, c'est pas super choquant, hein, je pense qu'on joue plus sur les mots. Naomi est un peu cash de parler de dernière période, en réalité la PlayStation 5 est tout simplement dans la deuxième moitié de son existence. Et effectivement, cette deuxième moitié, c'est la deuxième moitié sur 2, donc c'est effectivement la dernière. Mais ça veut juste dire qu'il y a encore probablement 4 ans de vie pour la PlayStation 5 avant une PlayStation 6, ça ferait un cycle de vie de 7 ou 8 ans. Bon, c'est devenu assez classique. Donc en gros, si les ventes se tassent trop, on aura un cycle classique, sinon on aura peut-être un truc qui durera plus longtemps, comme une Switch. La console, la phénomène, l'anomalie. Parce que bon, alors que la PlayStation 5 se fait prescrire des verres progressifs et songe à une assurance vie, et la jeune calmant des consoles, hein, elle va bientôt souffler ses 7 bougies, hein, quand même, la Switch. Et elle pète la forme. Elle veut pas partir. La relève devait arriver cette année, et apparemment, ça sera plutôt l'an prochain, a priori. Ça reste de la rumeur. Cette fois, ça vient de VGC, c'est-à-dire Video Game Chronicles, et qui nous dit que finalement, non, ce sera le premier trimestre 2025. Genre en mars, peut-être, hein, comme la Switch, d'ailleurs. Donc un retard opportun pour finir des gros titres comme Metroid Prime 4, dont le développement traîne quand même en longueur, quoi. Bon, à voir. Toujours, pour le coup, ça, c'est des rumeurs. À suivre, mais on verra de toute façon quand ça sortira. Tout cela n'est évidemment que de la spéculation à ce stade. Il n'y a qu'une seule certitude, Guillaume, c'est que normalement, la prochaine fois qu'on se parle, j'aurai battu Ganon. Je te le promets, cette fois-ci, sur la Switch. J'ai avancé depuis la semaine dernière. Il est dur, hein, il est exigeant, mais en fait, je t'avoue, juste un truc au passage, j'avais dit à la fin du dernier épisode que j'essayais de battre Ganon dans Zelda Tears of the Kingdom, mais je dois dire qu'après avoir joué Elden Ring, je trouve les boss difficiles extrêmement faciles. Il a peut-être été nerf aussi au passage, mais voilà, je vais bientôt l'éradiquer et ramener la paix en Hyrule. En attendant, merci infiniment Guillaume pour la préparation de cet épisode et puis l'animation de toute l'info de la tech, beaucoup basée, vous l'avez compris, sur l'intelligence artificielle cette semaine. Est-ce que la semaine prochaine sera du même acabit? Je le souhaite et je le redoute. On verra ce qui se passera bien évidemment. En attendant, vous connaissez les incontournables, techcafé.fr pour retrouver tous les épisodes et éventuellement y réagir. Et puis le serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous, techcafé.fr/Discord. Et bien entendu, vous pouvez aussi retrouver Guillaume Poggiaspala, mais il suffit de lui demander où. Et Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver? Écoute, on va me retrouver à méditer devant une vidéo YouTube de feu de cheminée sur le fait que je suis probablement moi aussi dans la deuxième moitié de ma vie. En espérant qu'il me reste encore quelques bons titres. Ah non, non, c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien. Moi aussi en plus. Oh non, tu m'as foutu un coup de déprime. On sait pas trop encore, on est un petit peu, tu sais. Oh non, t'es dur. Une petite crise de la quarantaine là. Oh oui, c'est pas cool. J'y avais échappé, il a suffi que j'entende ces mots pour être touché. Merci Guillaume, ou pas merci, je ne sais pas. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux et vous me retrouvez surtout dans quelques jours pour un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.